Bienvenue dans Rest in Pellicule, le podcast des Timeslip qui réanime les films qui se sont fait démolir, soit en raison de leur échec commercial, soit en raison d'un accueil public catastrophique. Le temps d'un épisode, on les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on choisit ensemble si on décide de les sauver ou non. Et vous avez vu le titre, aujourd'hui, le film qu'on réanime, c'est Cinéman. Vous n'êtes plus comme les autres, Dolou. Vous êtes un homme cinéma. Cinéman. Je suis amoureux, Sidonie. C'est la première fois qu'une femme a besoin de moi. Avec moi, my sweet, vous allez passer de l'horizon à l'azur. De l'azur au firmament. Puis du firmament au paradis. Pour en parler, moi, c'est Galien. Petit tour de table des gens réunis aujourd'hui. Alors, à ma droite, toujours prêt à dégainer son flingue, un vrai as de la gâchette. Avec nous ce soir, c'est Grégoire. Coucou. Grégoire, donc Cinéman, en un mot, ça te dit quoi ? Consentement. Alors, ensuite à sa droite, elle vole aux pauvres depuis toute petite pour tout refiler aux riches. Avec nous ce soir, c'est Léa. C'est super drôle. Oui, du coup Léa, Cinéman en un mot. Détournement. Ensuite, encore à sa droite, le jour, il tyrannise ses élèves et le soir, il se bat avec des hordes de chats errants chez lui. Avec nous ce soir, c'est Eric. Bonsoir. Et donc Eric, Cinéman en un mot. Baltringue. Waouh. Il danse et danse encore dans une ambiance très feuilleton camomille. Avec nous ce soir, c'est Giboite. Coucou. Alors Giboite, Cinéman, en un mot. Ubu. Et elle a inventé à elle seule un moyen de locomotion révolutionnaire dans la jungle. Et elle se punch même avec des léopards. Avec nous ce soir, c'est Victoria. Hello. Et Victoria, du coup, Cinéman, en un seul mot. Souvenir de boomer. C'est presque un seul mot. Tout Le attaché champagne en des minuscule. C'est son mot de passe Wi-Fi. Je sais, mais j'arrivais pas à faire Enfin, je me suis dit, allez, faut que ça passe, tant pis, c'est un mot composé. Moi, j'avais comme mot félin. Ah, oui. Pour l'autre. Voilà. Oh. Oh. J'avais pas pensé à ça, mais oui. Oh. Excusez-moi, c'est le temps que ça remonte. C'était mon moment d'esprit de la saison. Je n'en aurais pas d'autre. Donc, sinon, les gens, c'est quoi votre rapport avec le film Cinéman ? Vous l'avez déjà vu avant le podcast ? On va faire un petit tour de table, Grégoire. Jamais vu, jamais entendu parler. J'ai ouvert le truc, j'ai vu du Yann Moix, j'ai fait oh no, voilà. Compréhensible. Alors moi c'est un film que j'avais vu des vidéos dessus qui étaient arrivées sur mon fil de YouTube parce que je regarde pas mal de vidéos sur le cinéma et je regarde pas mal de vidéos qui parlent de films comme ça j'ai pas à les voir et en fait ce film il m'a intriguée. Il y a quelque chose dedans. En fait, un jour je le verrai. Et là, c'était la bonne occasion. Je me suis dit, bah, en vrai, on parle de films qui ont bidé. C'est un des pires films. Parlons-en. Voilà. Mais effectivement, Yann Moix-Berg. Alors moi, Yann Moix-Berg, j'avais quand même à peu près aimé Podium à l'époque. Cinéman, quand il est sorti, je me souviens très bien de l'accident industriel et ça m'avait donné envie de le voir, mais je l'avais loupé. Après, j'avais pas trop vu de vidéos, mais en revanche, j'avais lu un article sur le site de BFM sur lequel je ne vais absolument jamais, mais qui a été écrit par un journaliste culture que j'aime bien qui s'appelle Jérôme Lachasse, qui fait régulièrement pendant l'été des articles sur des grosses comédies, et il a un très bon article sur Cinéman. Donc, alors que j'avais pas vu le film, à l'époque, j'avais lu l'article, je crois qu'il a été publié il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, ça m'avait rendu curieux, mais au final, je l'ai enfin regardé pour le podcast, je l'avais pas vu avant. Je connaissais pas du tout le film depuis jusqu'il y a 2 ans à peu près, où il y avait un streamer, pas cancel, qui en avait parlé. Un streamer pas cancel, ça peut qu'une meuf. Ah non, c'est... non, pour le coup, pas encore cancel, qui en avait parlé comme quoi il l'avait regardé et qui disait que c'était intankable. Voilà, ça m'avait pas donné envie de le voir du coup. Après, je connaissais Podium, que... J'en ai des vaguement bons souvenirs, quoique je pense que j'avais pas vraiment saisi l'humour du film, j'étais un peu trop jeune quand je l'ai vu. Et puis voilà, là il a été proposé, j'ai vu qu'il y avait du boss, que je me suis dit bon, apparemment c'est une bouse, on va voir, et puis voilà. Alors moi, je me rappelle de l'affiche, quand j'ai vu effectivement le partage de l'affiche pour le film, je me rappelle l'avoir vu quand j'étais jeune, mais je n'ai vu que l'affiche, je n'ai jamais vu le film, et c'est en travaillant l'épisode que je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu finalement un film de Yann Moix. Et surtout, je n'ai vu qu'un film de Franck Dubosc et c'était pas son plus célèbre. C'est Fiston avec Kev Adams et ça remonte à loin et je me souviens que d'une scène. Donc en fait, je suis arrivée pour travailler ce film en me disant, mais en fait,
L'acteur principal plus le réalisateur, je n'ai rien vu d'eux, en fait. Je suis désolé. Ah, Tu penses que j'ai un peu de tendresse pour lui. Genre du Franck Dubosc qui a un truc, je le trouve ridicule, mais j'ai de la tendresse. Je le Et trouve en vrai, pas à l'aise. il y a des fois des rôles, bon, on en parlera un peu plus en deuxième partie, je pense, mais il y a des rôles où moi je le trouve bien, vraiment bien. C'est rare, mais il y a des rôles. C'est un acteur en fait qui est intéressant parce que il est en même temps un peu beau, en même temps un peu moche. Il a un physique un peu particulier. C'est exactement la phrase que je lui ai dit hier et à lui aussi ce matin. Et en même temps, il est capable de faire des trucs très beaux et parfois avec un peu d'émotion, mais pas non plus en étant un peu sur le fil comme des vrais acteurs d'humour qui sont vraiment capables d'être émouvants. Lui, c'est vraiment une fois de temps en temps qu'il est émouvant. Le reste du temps, il peut être assez gênant. Enfin bref, c'est assez particulier. Mais c'est un bof attendrissant, c'est un beauf endrissant. Et il est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, je me suis retrouvé à revoir, me demandez pas pourquoi, Camping 1. Bah, il y a vraiment des scènes où je suis en mode, Patrick, quand même, il est un peu mignon parfois. C'est un gros con, mais il est un peu mignon. Mais il y a ça, et il y a. Moi, je me souviens dans son apparition sur l'épisode où il apparaît dans la série 10%, où il joue son propre rôle, mais voilà, il joue son propre rôle, mais il veut être réalisateur, ce qui est très drôle parce qu'il a sorti son premier film l'année dernière, je crois. Non, c'était bien avant. Tout le monde debout, c'était. C'était pas Un ours dans le Jura, son premier là. Ah, il en avait déjà fait un. Tout le monde debout avec Alexandre Lamy. Ah bah, tu vois, je suis mal renseigné. Et il était bien dans 10%. J'ai pas vu, mais dans Tout le monde debout. Alors le film, mais il est pas si nul que ça, on va dire. En tout cas, Okay. ça se tient. Par rapport à Cinéman, ça se tient carrément. Tout le monde debout, c'est un film validiste sur le fait qu'il se retrouve obligé de faire semblant d'être en Donc, c'est un chaise. film En sur, fait, sur le mensonge, en fait. C'est le film préféré de Valérie Pécresse. Et on aurait fait à la campagne présidentielle où elle est fait debout. Mais je trouve que alors Tout le monde debout, c'est quand même un énorme acte manqué d'avoir appelé ça Tout le monde debout et faire un film avec Jamel Debbouze, tu vois. En fait, pour le coup, c'est pas quelqu'un qui serait en chaise, c'est quelqu'un qui aurait perdu son bras. Genre plein de gens qui auraient perdu l'usage de leur main droite. Oui, c'était la blague. Oui. Et ça s'appellerait J'ai tellement chaud. Oh, j'ai pas. Parce qu'il lui manque un bras. Oh, mais t'es super drôle. J'ai pas compris. On parle de Tout le monde debout pour les validistes qui se lèvent. Tellement chaud. Il lui manque un bras, j'ai tellement chaud. J'ai tellement chaud. Tu es hilarant et les gens ne méritent pas ton humour, tu es un génie. Ça m'arrive des fois d'avoir un trait d'esprit On ne te au mérite niveau de pas. Léa. J'aime bien cette introduction qui ne termine pas. Là, on a complètement digressé. Graissé, pardon. Moi, j'ai pas grand chose à dire concernant ce film. J'ai juste découvert là et puis j'étais là. Oh, Franck Dubosc. Ok, bon bah c'est parti. Voilà. Bon, sinon, on va commencer par mettre un petit peu de contexte. Donc, Cinéman, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça a craché? Galvanisé par le succès de Podium, l'écrivain Yann Moix décide de remettre le couvert en 2009 pour un film qui rendrait hommage au cinéma. Une production franco-belge, notamment parce qu'il avait choisi Benoît Poelvoorde à nouveau pour le rôle principal. Mais entre son emploi du temps et sa dépression, celui-ci déclina. Mais ça ne fait rien parce que Dubosc était son deuxième choix. Non, en fait, le deuxième choix, c'était Dupontel, qui n'en a pas voulu non plus. Et puis il y a eu du Jardin, qui n'était pas dispo. Non mais en vrai, tu dois être trop content quand t'es le quatrième choix d'Yann Moix. Aïe. Non, c'est encore plus le seum quand la moitié de l'équipe de tournage te méprise parce qu'ils voulaient tourner avec Benoît Poelvoorde. Et surtout, une giga ambiance quand tu joues avec une actrice qui ne parle pas français et un acteur qui te déteste. Oui, parce qu'en fait, le méchant du film, il est joué par Pierre-François Laval, qui ne peut pas se piffrer Dubosc. Alors, comme Pierre-François Laval s'appelle Pef, on peut dire qu'il ne pouvait pas le péfrer. Voilà, merci, première blague. Mais qu'à cela ne tienne, Moix veut son chef-d'œuvre. Il l'aura malgré les épreuves, malgré les défis. Il l'aura malgré le scénario écrit au jour le jour et que personne ne rit dans la projection équipe. Il l'aura. Mais s'il doit remonter tout son film et le doubler ensuite en post-prod, mal. Moi, perso, je pense que quand t'as chié accidentellement dans ton gâteau, tu te dis que peut-être faudrait mieux le jeter à la poubelle et en faire un autre. Mais non, lui, il se dit que le caca, si tu mets un peu de sucre et que tu fais suffisamment goûter à tout le monde, ils vont finir par te dire qu'en fait, c'est bon. Et la critique est unanime, c'est un fiasco. Toute la critique, mais non, parce qu'en fait, BHL, il a fait un super billet le qualifiant de spectacle le plus impressionnant qui nous soit donné de voir ces jours-ci. Donc aujourd'hui, nous avons la preuve que BHL est coprophage. En fait, peut-être que c'est juste un renvoi d'ascenseur, car BHL avait été soutenu par Moix pour son film Le Jour et la Nuit. Et puis, ils partagent la même maison d'édition. C'est beau, la solidarité masculine. Ah non, attendez, on me dit dans l'oreillette que ça s'appelle Orio le patriarcat. En fait, c'est même le patriarcat dans un gâteau.
Le film est exploité durant 3 semaines et rapporte seulement 2,8 millions d'euros pour un budget de 20 millions. C'est une fabuleuse machine à diviser par 10. Le film a été primé 2 fois sur 3 nominations lors des Gérards du cinéma 2010, qui eut lieu donc le 10 mai 2010 au Théâtre Michel, et Franck Dubosc a eu le Gérard du désespoir masculin, et le film lui-même, le Gérard du plus mauvais film. Pas mal, non? C'est français. Voilà, et moi, mon avis sur tout ça, c'est qu'en fait, il y a dans le groupe de ce film, en fait, je peux classer un autre film qui se rapproche. Vous allez probablement hurler quand je vais dire ça, mais c'est très logique pour moi. Il y a La Classe américaine qui est bon, et il y a Cinéman qui est très mauvais. Et genre vraiment, il existe un spectre dans le cinéma du détournement qui part de Cinéman à La Classe américaine. Avec la recherche de l'ultrasex en plein milieu. C'est Probablement. pour ça que tu me dis détournement. Ok. Voilà. Ouais. Mais là, t'as résumé très vite la raison pour laquelle je faisais déjà la gueule quand j'ai lancé le film la première fois. T'as Franck Dubosc et Pef qui sont, je pense, 2 des acteurs français que je peux le moins blairer actuellement dans le même film par Yann Moix. Pour cet épisode, on a décidé de faire un petit peu différemment que d'habitude. Je vais faire un résumé un peu global. Moi, j'ai mis pas mal de détails, mais toutes les personnes autour de la table vont pouvoir me couper à plusieurs moments. Je vais essayer d'aller assez tranquillement et de voir quand vous avez des choses à dire. N'hésitez pas à me dire. En vrai, est-ce que tu veux commencer ? Donc le film commence par Franck Dubosc qui se trouve dans le film réel, puisque dans le film il va passer son temps entre le monde réel et le fait de rentrer dans des films, où il se présente un peu en voix off mais en même temps à des personnages autour de lui comme étant Cinéman, l'homme qui est capable en même temps de téléphoner à Robocop et d'échanger avec des acteurs et des actrices, et du coup il y a des gens du monde réel qui lui demandent mais il est comment, je sais plus, il y avait Terminator, Robocop, des trucs comme ça. Dark Vador. Oui, c'est ça. Ouais, il est radin, apparemment. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais c'est la seule blague surtout en fait sur. Oui. Ouais, t'as raison. On part de Dark Vador, il répond il est radin, mais il n'y a pas de vague, il y a pas de blague par-dessus pour essayer de faire rire. C'est vraiment Non, ça. c'est une blague qui palpatine. Waouh. Et donc sans transition, d'un seul coup, on se retrouve à l'intérieur d'un film qui est un film des années 20, si je dis pas de bêtises, qui est monte là-dessus avec Harold Lloyd, qui est donc du slapstick. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'équivalent des films de Buster Keaton et de Charlot. C'est ce type de film muet de cette époque-là, où on le voit poursuivi par la maréchaussée, qui court à droite à gauche, qui finit par être suspendu à une pendule. Avec également, le film se trouve en noir et blanc, il y a le grain de l'époque, le film est muet, et à la fin, ça finit par un duel avec un maréchal, si je me souviens bien, ou en tout cas avec un agent de police. Oui. Au grade. Ouais, un policier. Où en fait, durant toute cette scène, il nous explique, donc c'est Franck Dubosc à la place de Harold Lloyd, vraiment, encore une fois, le melon du gars. Il nous explique pendant toute cette partie de film où on le voit suspendu à cette horloge, courir après des policiers, etc. Expliquer donc sa vie dans le cinéma, parce que dans le cinéma, il a une femme, Viviane. Il a aussi un enfant qui s'appelle Cinéboy. Il a aussi un chien qui s'appelle Cinédog et un chat qui s'appelle Cinécat. Il explique que vraiment sa vie est incroyable depuis qu'il est rentré dans le cinéma. Et effectivement, il parle de son ennemi juré qui est donc Douglas Craps, qui est une personne avec qui il se bat régulièrement dans les films. On voit un petit carton qui explique ce qui s'est passé quelques mois plus tôt. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est devenu cinéman ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette personne est la première personne, et vraiment ils insistent dessus, c'est la première personne à entrer dans le cinéma. Pardon, juste avant qu'on rentre dans toute cette intro de comment il est arrivé là, moi j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est que le putain d'indirect, le mec se balade dans des films. Parce qu'en fait les films existent déjà, il refait juste des rôles à la place d'autres acteurs. Il y a tellement de choses qui ne sont pas possibles, ce monde n'est pas possible, même si tu pars sur suspension consentie d'incrédulité, ce monde est complètement absurde. Mais oui, c'est pas ça. Le problème c'est que le film est illogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème sur le fait d'inventer un c'est comme dans Harry Potter, ils ont des baguettes, mais une fois qu'on a accepté qu'ils font de la magie, il y a une logique interne dans Harry Potter. Là, à la rigueur, faire un personnage qui rentre dans les films et qui se substitue au personnage, ok, mais il faut que ce soit logique d'une fois à l'autre.
et qu'il y a une progression dans le fait de passer d'un film à l'autre, de prendre des places, etc. Et en fait, jamais, à aucun moment, il n'y a aucune foutue logique sur ce principe de Cinéman. Mais ça, on va venir dessus un peu plus tard. Et qu'est-ce que ça fait que de lui une star en fait? Pourquoi genre? Bah parce que c'est le seul à pouvoir faire ça, en tout cas c'est ce qu'il dit. Et par exemple le truc de manque de logique, c'est que par exemple il y a je sais plus quelle actrice au début du film qui l'appelle, mais c'est pas la vraie actrice qui l'appelle, c'est l'actrice quand elle est jeune dans un film. Ouais, c'est Catherine Deneuve. C'est Catherine Deneuve jeune qui l'appelle. Après, en fait, alors pour le coup, cette scène où effectivement au tout début on parle d'appels de plusieurs personnes qui l'ont appelé depuis des films, et ce qui aussi encore une fois ne peut pas marcher parce que dans ces films-là, théoriquement, ils n'ont pas de téléphone et chaque film est régi par les règles de son propre univers. Donc typiquement un film de Moyen-Âge, ils n'ont pas de téléphone, ils ont des épées, des armures, ils n'ont pas de téléphone. Et là, on dit que il parle de Jean-Claude Duss, il parle d'Harry Potter, il parle de Robocop. À la limite, en vrai, non, ça pourrait marcher. Et après, il parle de Catherine Deneuve qui est dans son film et qui l'attend. Et c'est cette scène-là, ce que je voulais dire, c'est que où tu vois un extrait où Catherine Deneuve, c'est un vrai extrait de film où il parle avec Catherine Deneuve, je pense que ça aurait dû être cette idée-là, de prendre des vrais extraits où il peut parler avec des gens, mais quand il prend la place du personnage principal, ça veut dire que le monde entier ne voit plus que Dubosc dans tous ses films. Imaginez cet enfer. Mais juste que le film a commencé, moi j'ai dû mettre sur pause et je te dis, attends, je comprends pas. Et il y a une tentative de mettre, on va en parler dans le résumé, mais il y a une tentative de mettre des règles qui, encore une fois, rajoutent juste de la confusion. Et puis il dit oui, j'ai une femme, puis 5 minutes plus tard, oui, par contre, il y a l'autre qui m'attend pour un date. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune règle fixe dans ce film. Il n'y a pas de logique, c'est absurde. Ouais. Tout le temps. Ouais, Okay. Mais ça ne devrait pas l'être. Enfin, je veux dire, on part pas du principe que c'est absurde, c'est ça. qu'il devrait y avoir des règles, mais elles ne servent à rien. Et effectivement, en plus, il parle du fait qu'il a un date et il y a un rapport aux femmes constant de Dubosc et c'est hyper gênant, enfin de Régis Deloup, parce que le personnage principal s'appelle Régis Deloup. Rapport aux femmes que Yann Moix a dans toute son œuvre. Oui, voilà ce que du j'allais coup, dire. en renseignant un peu sur le personnage. En fait, je veux dire, c'est pas le rapport aux femmes de Dubosc, c'est clairement le rapport aux femmes de Yann Moix. Complètement. Vraiment, le mec, il écrit ses scénarios la main dans le slip, ça se sent. Ah. Une vieille odeur de fromage. Alors, on a un petit carton qui explique ce qui s'est passé quelques mois plus tôt. Donc, le Régis Deloup de cette époque, il est prof de maths, il est méprisant, il est méchant, il drague des élèves. C'est vraiment hyper gênant. Est-ce que quelqu'un a compris le comment du pourquoi? Enfin, je sais que dans ce film, c'est impossible de comprendre quoi que ce soit. Le comment du pourquoi les élèves ont des t-shirts rouges, d'autres ont des t-shirts jaunes, d'autres bleus. Sur le coup, j'ai pas compris. Alors, en fait, à chaque fois qu'il rentre dans un film, il y a une charte graphique différente. Oui. Donc, dans les films en noir et blanc, l'image devient en noir et blanc. Dans les films récents, il y a une espèce de direction artistique un peu étrange. Au début, je me suis demandé si c'était pas un peu pop art, genre les vieilles comédies musicales de Jacques Demy, un truc comme ça. Et ensuite, tu passes à des scènes avec des couleurs super crues, genre vert à fond. Je me suis demandé, mais c'est censé être du Jean-Pierre Jeunet ou un truc comme ça, mais c'est pas clair non plus. Et donc, il y a plein de moments où t'as des thématiques de couleurs qui sont méga hardcore, mais encore une fois, il n'y a pas de cohérence d'une fois à l'autre, et il n'y a pas de règle, en fait, j'ai l'impression que tu puisses comprendre, quoi. Alors, il y en a où j'ai compris une cohérence. Par exemple, quand c'est le directeur qui parle, il a un filtre vert en fait en permanence sur lui, mais c'est parce qu'il est fan de grenouilles. Donc ça, c'est cohérent qu'il ait un filtre vert en permanence. Quand c'est par exemple aussi la salle de réunion, il y a un filtre bleu, bon, tu te dis c'est froid, etc. Là, c'est cohérent. Mais il y a des autres couleurs, je suis d'accord avec toi, la cohérence, elle n'existe pas, et les élèves en sont la preuve. Et ouais, bah du coup, on sait ça. La photo dans le film, il y a le monde réel et les différents films dans lesquels on va évoluer. Globalement, ça essaie d'être fidèle au film d'origine, mais en fait, les photos les plus marquantes, les plus originales, c'est dans le monde réel, avec le directeur, etc. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de logique. La photo est bizarre. Ouais, mais alors en fait, après, avec le lycée coloré et tout, moi je trouve ça un peu stylé. Je me dis, putain, peut-être qu'il y a une idée avec l'image de faire un truc un peu. Je saurais pas le définir, je suis pas assez bon en type d'art pour le définir, mais c'est un peu stylé. J'aime bien l'idée, mais pas assez utilisé. Mais ce qui est marrant, c'est que on va le voir pendant le film. Tout ce qui se passe dans le monde réel est plus absurde que ce qui se passe dans les films. Oui. Petit détail aussi dans ce lycée qui se passe donc dans le monde réel, il y a le personnage d'Ubu, qui est un personnage issu d'une pièce d'Alfred Jarry, Ubu Roi,
qui est représenté absolument partout. Donc il y a des statues, il y a des posters du but absolument partout, et que vraiment c'est pas fait du tout avec subtilité, donc vraiment c'est un message important à l'intérieur du film. Vraiment, subtilité, c'est pas le mot du film. Ouais, Moi, ma théorie, ma tech avec le directeur qui adore les grenouilles, c'est parce qu'il sait qu'il y a certaines espèces de grenouilles où si tu lèches le venin qu'ils ont sur le corps, tu pars dans l'espace. Donc pour moi, il est juste défoncé H24 à la grenouille. J'aime beaucoup que tu essayes de donner du sens à ce film. Non, mais C'est un peu attendrissant. C'est souvent des trucs de Grégoire, hein, de vouloir donner C'est vrai. du sens à des choses qui C'est n'ont pas vrai. besoin d'avoir de sens. Mais C'est pas une moquerie ou un reproche. non, mais je sais bien, mais c'est mon esprit a besoin de logique. Oui, non, Très mais- fort. Et donc, oui, et en fait, il y a un truc. Alors, il y a deux choses, je voudrais rajouter à tout ce que vous avez dit qui est très vrai. Le premier, c'est que en interview dans On n'est pas couché, on a posé la question à Yann Moix justement sur cette direction artistique un peu étrange de monde réel. Et il dit que lui, ce qu'il voulait, c'était faire en sorte que Delou se sente plus en phase avec la réalité dans le cinéma que dans le monde réel, et c'est pour ça qu'il a fait ces décors un peu étranges, très très grands, très très froids, avec des couleurs hyper criardes. Bon, je sais pas s'il y a vraiment pensé quand il a fait le film ou qu'il a répondu un truc un peu au hasard pendant une interview, mais c'est ce qu'il a répondu. L'autre chose, il y a une DA aussi de couleurs. Régis Delou est jaune. Le méchant Craps est rouge. Je crois que la gentille est en blanc, mais je suis même pas sûre d'avoir remarqué non. une couleur. Bleu, blanc, ouais. blanc. Et mais voilà, donc il y a une volonté en fait d'avoir quelque chose dans les couleurs, mais en fait la couleur c'est quelque chose d'hyper intéressant quand tu mets une signification précise et quand tu réfléchis en avance. Là, je pense que il n'y a pas de réflexion derrière, c'est très étrange. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, il y a l'équipe rouge, l'équipe bleue. Ouais, c'est un peu puis voilà, ça. quoi. Alors, il y a peut-être si un soupçon, une larme de logique dans les couleurs, parce que tu as cité effectivement que Régis se sent mieux dans le cinéma que dans le monde réel. Il est en jaune en permanence. Le jaune, si je fais pas d'erreur, ça peut être la couleur de la joie, de la richesse, de l'optimisme, mais c'est aussi la couleur de la folie, du surréalisme, du rêve. Et ça peut être utilisé comme ça dans le cinéma. Donc peut-être qu'il y a ce petit soupçon de logique dans l'utilisation des couleurs, je l'espère, parce que ça expliquerait pourquoi il est en jaune en permanence. T'en attends beaucoup du film. Oui, j'ai fait comme Grégoire, j'ai essayé d'avoir un soupçon de logique. Je pense que tu fais comme moi, mais qu'on a trop d'espoir. En vrai, j'aime bien cette analyse-là, parce que notamment, plus tard dans le film, il y a le personnage de Pierre Richard, et quand ils sont tous les deux ensemble, c'est très jaune. Et Pierre Richard est vraiment le personnage qui va faire le lien entre le monde réel et le cinéma pour le personnage de Dubosc, pour Régis Leloup. Régis Delou. Delou. Il y a toujours Delou en toi. Régis Delou. Et en effet, J'ai c'est bien vu. Voilà. Ouais, et ensuite, en fait, on apprend qu'il n'est pas très aimé dans cette école, dans cette grande école un peu étrange. Il y a un rendez-vous avec tous les professeurs, on lui dit que vraiment les notes qu'il met sont catastrophiques, et lui dit que oui, mais lui, il amène un élève sur 10 en école polytechnique, et donc c'est un bon prof. Après, il essaye de draguer une collègue qui l'envoie chier. Après, il a un date avec une autre collègue ou juste une meuf, je crois qu'elle est même pas précisée. Non, une meuf rencontrée en ligne, je crois. Une Oui, meuf c'est ça. rencontrée en ligne, ouais, t'as raison. Il dit qu'il se parle depuis 2 ans sur Mythique. Ouais, c'est ça. Et on comprend qu'il avait mis une fausse photo de profil aussi. Et qu'il a un oui, pseudo et ça genre. suffit pas. Viking 77. Oui, Voilà. Non, il est normand, Viking 14. Ah Il est 14, c'est le numéro. En fait, j'ai la ref parce que je suis du 14, le Calvados. Voilà, donc Guillaume le Conquérant, tout ça. Et Viking 14. Voilà, donc Régis Delou est probablement normand. On notera que Viking puis le nom de ta région, c'est quand même dans le top 10 des pseudos les plus fachos qui existent. Donc en plus c'est un date absolument catastrophique. Il ne parle que de lui et elle lui dit écoute, t'as trop de pellicules, t'es moche, je me casse. Elle a raison, il va avoir beaucoup de pellicules. Oh waouh. Oh, Mais, elle est belle celle-là. Donc on comprend que vraiment dans la vie de tous les jours Delou, il est pas trop aimé, il est hyper méprisant et c'est pas une très très bonne personne. Et c'est là qu'on voit un peu l'écriture de Yann Moix dans le truc, c'est que la meuf est ultra superficielle et toutes les femmes qu'on va voir dans ce film sont globalement C'est vrai. superficielles de ouf, parce que c'est comme ça que Yann Moix voit les femmes, je Ouais, dirais. j'imagine, ce serait pas étonnant. On a un carton qui est le meilleur carton du film pour moi. C'est vraiment la preuve. Enfin, tout est dans ce carton. Il y a écrit en même temps dans le cinéma. Et je trouve ça incroyable parce que ça, c'est la substantifique moelle de pourquoi ce film ne marche pas. En même temps, dans le cinéma, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Il est diffusé où, ce film ? Qu'est-ce que c'est ? Dans quel monde on est ? Qu'est-ce que ça veut dire en même temps dans le cinéma ? Pour moi, c'est du génie ou de l'idiotie, c'est les deux en même temps. Alors, je vote pour le 2. En même temps, dans le cinéma, qu'est-ce qui se passe ? On est dans un film où Sissi danse avec un archiduc,
et se fait enlever par le méchant du film. Donc c'est une immense scène de bal, elle est très très bien habillée, c'est une très belle femme, et arrive un homme habillé en rouge qui la regarde avec un œil à moitié caché par une rose qu'il jette au sol. Il a un charisme absolument incroyable. Sissi s'en va avec son duc, et sur le chemin du retour chez elle, elle se fait enlever en cheval par cette personne dont on ne connaît pas le nom, qui s'enfuit avec elle. Et clairement, tu le vois arriver et dès le début, c'est le méchant donc. Ouais. Tu t'as pas Le moins. méchant. Il est chauve. Il est chauve, il a un œil caché, il est pas beau, il fait la tête. Il y a une musique derrière qui fait genre genre oh wow. Non, il fait pas la tête, il sourit mais genre de manière sardonique, genre haha, je suis les méchants. C'est même dans Star Wars, le méchant il est pas autant obviously le méchant, tu vois. Il y a quand même ta, c'est un peu reconnaissable. Même dans Star Wars, c'est pas aussi obviously méchant. C'est sûr que l'esthétique nazie. Bah, il l'a aussi l'esthétique. Oui, c'est vrai qu'il l'a aussi. Non, c'est le méchant, tu vois. Et puis bon, la musique c'est devenu après, mais tu vois la première fois. C'est pour taquiner. Ouais. Je suis d'accord. C'est plein d'amour. Et donc en même temps qu'elle se fait enlever, elle laisse également tomber sa broche. Effectivement, elle fait tomber dans l'herbe une broche avec sa photo, en espérant que quelqu'un retrouve cette broche. À nouveau dans le monde réel. Fin de journée pour Delou. Il passe par une brocante, achète une boîte de livres d'arithmétique qui a été trouvée dans un cinéma. Pourquoi ? Un pauvre vendeur qui l'arnaque complètement en disant bah tes bouquins ils valent pas grand chose, personne les veut, tiens voilà 5 balles, tu seras content. Mais vraiment ce personnage n'est pas agréable, j'ai pas envie de connaître cette personne. Et il arrive dans son appartement dans une tour de Montreuil qui est en démolition parce qu'elle est pleine d'amiante. Et je pense qu'en fait on a peut-être l'explication de tout ce film. Il est défoncé. À Ça la a la piste de chat aussi. Ça défonce pas la viande. Non, mais alors mélanger à la piste de chat, ça peut. Ah oui. Il est devenu fou, il est mort en fait, il est mort. Régis Delou est mort. Mais on reconnecte avec l'utilisation du jeune, du coup, la folie. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec Régis Delou on a un portrait brossé. Il est détestable. Il est super Il est détestable. Et alors, certes, il est repoussé par tout le monde, mais il en a rien à foutre. Vraiment, lui, il pense à sa gueule avant tout et basta. Il a un petit look de Jacques Chirac dans les années 80. Ouais. Tellement. Bah, le problème qu'il soit détestable, c'est qu'en fait, c'est aussi un peu le personnage de Franck Dubosc qui l'incarne tout le temps. Et du coup, t'as un peu du mal à dissocier le personnage et Franck Dubosc, quoi. Et un peu dommage. Bah, y a beaucoup de séquences dans le film, moi, qui m'ont rappelé des sketchs de Dubosc quand il a vraiment commencé à percer. Moi, je pense notamment à un spectacle qui s'appelait Pour toi public que j'aimais beaucoup quand j'étais ado. Enfant ado, ouais. Et en fait, on est vraiment sur le même type d'interprétation qui marche en one-man show. En tout cas, quand j'ai pas revu. Peut-être que ça marche plus trop. Et qui là, ouais, c'est. Bah, en fait, je pense qu'à la base, le film, ce truc un peu de personnage misérable, ça ressemble beaucoup au personnage de Paul Ward dans Podium, qui est ridicule et qui est attendrissant parce qu'en fait, il est misérable. Sauf que ça marche pas du tout avec Dubosc qui assume pas ce truc de misérable. En fait, il y a une fierté mal placée. Enfin, il y a une fierté qui est pas la même entre Paul Ward et Dubosc, et ça marche pas pour Dubosc. Ça fait longtemps que j'ai pas revu Podium, je voulais le revoir avant. J'ai pas pris les le personnages temps. de Paul Ward en général. Mais dans Podium, il me semble, dans mon souvenir, qu'il y a une légère tension dramatique en fond sous-jacente, qu'il y a une misère, en effet. Et là, il y a pas de drame, en fait. Le personnage n'est pas dramatique du tout. Là, c'est un mec absolument innommable, détestable avec tout le monde, et la seule truc qu'il veut, c'est pécho. Mais il en a rien à foutre des meufs, c'est-à-dire que il veut pas rencontrer une femme, la connaître, quoi que ce soit. Non, il veut mettre son zizi dans la meuf, quoi. Je veux dire, c'est le seul truc qui l'intéresse, quoi. J'ai dit au début que j'avais pas vu beaucoup de films de Franck Dubosc, et pourtant en voyant ce film avec Franck Dubosc, et je me suis dit mais en fait ce type il joue ce personnage devant pratiquement tous ses films, peut-être pas tous, j'ai pas vu Camping, donc j'espère que ça sort un peu. Préserve-toi. Et pas que dans les films, hein. Tout le temps. C'est tous ces sketchs. Mais ça fait partie. Tu vois, Alexandre Astier, on avait parlé de Philibert. Alexandre Astier, dans Philibert, il fait du Alexandre Astier. Poulvord, souvent ses personnages, ils se ressemblent pas mal. Il y a beaucoup. Louis de Funès, c'était toujours le même personnage de petit patron irascible. Tu vois, c'est un peu toujours la même chose. Quoi. C'est vrai. Il habite dans cet immeuble, on a dit, avec des murs d'amiante et dont tombent des chats. Non, mais ça, c'est. En fait, la logique, c'est que les chats sont installés ici parce que l'immeuble est abandonné. Soit. Mais par contre, non, squat. Oh waouh, oui, squat. Mais surtout, les chats ils tombent
Et genre de nulle part, n'importe comment. Mais- Non. Alors moi franchement je trouvais ça hilarant. Perso c'était moi sûr. Mais en fait, c'est drôle la première fois, sauf qu'au bout d'une heure de film, quand tu vois sporadiquement des chats tomber, tu vois, ouais, bah, c'est bon, arrêtez les mecs. Et ensuite, Après, ce que tu vois, j'adore les genre- décors. Ouais. Ah oui, J'adore, je veux habiter dans ce genre d'appartement, j'adore ça. Mais Parce que je suis fan de post-apo. c'est Mais... un peu les mêmes décors que dans la salle de cours au fait. Hein. Non. C'est très grand, il y a peu de meubles et dans la salle de cours c'est très propre et là c'est envahi par des plantes. Ça fait très esthétique 60s. Ouais, mais Il y a un côté centre Pompidou un peu. Ouais. Ouais. tu vois, De ouf. moi, si t'avais un Fallout qui se passait dans une ville, c'est ce genre de décor Mais qu'on aurait. en Et c'est pour délabré, ça que oui. j'adore. Oui. Et c'est ça que C'est j'adore. du Giscard Punk. Alors, en vrai, on appelle ça de la C'est Tom Punk. trop drôle mais que tu oui. dises ça parce que j'ai un pote, il veut faire un film qui thématique Giscard Punk et du béton partout. Ouais, c'est Oh. c'est pas moi qui ai inventé le principe. Hein, mais... Oui, mais Donc il récupère il regarde ce qu'il y a dans la boîte qui vient d'arnaquer un pauvre vendeur. Il voit qu'il y a des livres d'arithmétique et c'est cool. Pourquoi c'était dans un cinéma? Arrêtons de poser des questions. Je peux avoir une réponse à ça si tu veux, parce que j'y ai réfléchi. Ok, vas-y. Bah, un étudiant qui fait des travaux dans le cinéma pour payer ses études et il est en études d'arithmétique. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal dans un film quand on te demande de trouver une raison. On te pose un truc et juste on dit bah voilà c'est à toi de chercher. Non, c'est ton rôle d'utiliser. Enfin, je Alors, trouve ça non, cool que t'aies l'idée. Moi j'adore ça, mais Ouais. là, arrêtez, juste Ouais. arrêtez. Non, mais il n'y a pas vraiment de logique, genre tu pourrais inventer n'importe quoi. Ouais. Donc il se fait piquer par une broche qu'il a trouvée dans cette boîte en carton avec des livres d'arithmétique. Et sur la broche, on voit que c'est la photo de Viviane qui a été enlevée précédemment dans Sissi. Ah, la question c'est comment est-ce que la broche du film Sissi est arrivée d'un seul coup dans le monde réel et ensuite dans cette boîte? Ça ne sera Tu jamais poses trop de expliqué. questions. c'est dans un cinéma. Voilà. Ah bah oui, logique. Évidemment, Alors là, évidemment. Eric fait une tête de dégoût et de confusion en même temps. Et puis il y a de la piste de chat, de l'amiante, voilà, bref. Le loup se fait piquer, il s'endort et là il fait des rêves hyper hallucinogènes. Ça explique un peu, enfin on est un peu dans cette théorie de l'amiante et du pipi de chat avec la voix de Viviane qui lui dit je suis enlevée, viens me sauver s'il te plaît, tu es mon prince. Et Deloup se réveille et là panique. Il a une crise de noir et blanc. Qu'est-ce que c'est une crise de noir et blanc? C'est quand d'un seul coup, tu passes de la couleur au noir et blanc. Voilà, je sais pas si vous avez déjà eu ça. Bon, c'est un peu relou, c'est pas contagieux par contre. Et il ne comprend pas pourquoi est-ce que d'un seul coup, il passe de la couleur au noir et blanc. Il appelle son docteur. On voit toute une conversation où, et c'est important, il est de loin et gesticule en accéléré dans un décor. Il passe de la couleur au noir et blanc en disant « Je comprends pas, pourquoi est-ce que je deviens en noir et blanc ?» Et le docteur lui dit « Bah écoutez, passez me voir. » Docteur qui fait partie des nombreux caméos de comédiens connus du film, donc incarné par Galabru. Oui. Aussi, ce médecin s'appelle le docteur Caligari. Oui. Oh là là, poète. C'est un film hommage au cinéma. Cinéma. Le cabinet du docteur Caligari, c'est un grand film de ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand, qui est un courant cinématographique. En gros, les Allemands, dans les années 20-30, avant la Seconde Guerre, au niveau cinéma, ils ont fait plein de trucs vachement cool. Fritz Lang, Murnau, c'est... C'est pas mal, ouais. Il y a aussi une autre référence au fondateur du cinéma qui est quand il rêve, il voit des femmes sur des croissants de lune et il y a un aspect très Georges Méliès Ouais. à ce moment précis qui se met en place. Oui, tout le rêve hallucinogène est très Georges Méliès. Et il y a plein d'extraits de films de Méliès d'ailleurs. Parce qu'ils avaient énormément, Pathé avait énormément de films de Georges Méliès, de pellicules qui sont utilisées. Mais tu vois dans le générique, de toute façon, tous les extraits, les vrais extraits de films qu'on voit dans Cinéman, c'est que des trucs qui sont libres de Ouais. droit, je pense. Oui. Donc ça va être du Méliès et des trucs C'est pour comme ça qu'il y ça. a beaucoup de films très vieux. Oui. Parce que c'est des choses qui sont aujourd'hui libres de droit. Donc, voilà. Le docteur Caligari ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est en noir et blanc. Il lui dit bah écoutez, je vous donne des suppositoires parce que le caca MDR et ensuite je vous donne le contact de quelqu'un qui pourra potentiellement vous aider. Régis Deloup regarde le nom et dit c'est le vrai. Il dit oui, il y en a qu'un. Quand même, genre le mec est en train de lui dire j'ai aucune idée de comment ça se guérit, il lui donne des suppositoires qui le guérissent. Non mais Non, c'est la oui, médecine, j'ai- ça. j'en ai dit. Oui, non, on a dit pas de logique, c'est vrai, pardon. Donc un nouveau carton absolument incroyable. Quelques suppositoires plus tard. Il fallait le faire. Ouais. Je suis pas sûr qu'il fallait. Il Écoute, pouvait le faire. il existe un long métrage commercialisé en salle avec un carton quelques suppositoires plus tard. Et ça, personne ne l'a fait avant. C'est vrai. Pour le coup, là, c'est les Et- premiers. Peut-être une raison à ça. Donc, retrouvailles avec la personne dont il avait le contact après avoir marché pendant des
très long chant parce que vraiment cette personne est dans un endroit au milieu de nulle part. Et qui est cette personne? C'est Pierre Richard. Et là, c'est le moment de... J'avais envie de crever, comme d'hab. Pierre Richard, c'est un acteur que j'adore. Enfin, pour ses vieux films, Le Grand Blond à la chaussure. Le Grand Blond. Le Grand Blond avec une chaussure noire. Le Grand Blond avec une chaussure noire. Et surtout, Les Malheurs d'Alfred, qui est un de mes films d'enfance. Donc, quand dans le générique, j'étais spoilé qu'il était dans, je donne, oh non, j'espère qu'il fait juste un caméo. Et d'ailleurs, dans le générique, j'ai découvert un truc, je l'ai oublié de le dire tout à l'heure. Les musiques ont été faites et choisies par, j'ai oublié son nom, mais le frère d'Edouard Baird. Et en fait, j'ai vu Baird, je dis, est-ce que oui, c'est son frère? Et en vrai, il a fait des bons choix de musique, je trouve. Pas forcément bien placés, mais les musiques sont super envahissantes. Ouais, de ouf. Oui, mais c'est une musique que j'aime bien. Il y a pire que les musiques qui sont envahissantes. Il y a des bruitages et il y a des bruitages dans le monde réel. Il y a des poètes, des huit, des Il y a des gags, bruitages de cartoons. C'est comme dans les vidéos gags pour ceux qui ont la référence parce que c'est un truc qui commence à dater. Mais ouais, t'as des bruitages de cartoons dès qu'il prend un verre d'eau, quoi. Ouais. Mais non, mais ça c'était au moment où on découvre Pierre Richard. Non. Déjà, quand il est à la cantine de son école et qu'il essaie de draguer sa collègue, il y a déjà des bruitages de... J'ai fait attention qu'à partir du moment où il allait vers Pierre Richard. Et je me suis dit, en fait, c'est au point où je me suis dit, oh putain, en fait, il y a un autre cinéman et il va le rencontrer. Et en fait, non, pas du tout. Non, un enfer, les bruitages, trop. Faut arrêter. Et en fait, il y a une explication à ça, mais c'est ce que je vous ai dit au début. Il faisait des projections avec l'équipe, personne ne riait, donc il rajoutait des bruitages, des coupes, enfin vraiment, ce film a été recharcuté. C'est vraiment quelqu'un qui veut te dire genre, ma blague, elle est drôle. On fait genre, bah non. Et si je fais ma blague et je pète, est-ce qu'elle est drôle? Et genre, bah toujours pas. Toujours pas, et maintenant ça pue. Ouais. C'est vraiment très bonne définition du film. Pierre Richard lui explique donc, alors petit ref en plus à son personnage très maladroit, parce qu'au moment où il arrive, Pierre Richard est en train de jouer au golf et quand Régis Deloup arrive, ça le fait sursauter et je crois qu'il se tape avec son club de golf, je sais plus ce qui se passe mais il se blesse, voilà. Et il a genre, oh là là, le con, donc enfin vraiment tu sens que Pierre Richard joue Pierre Richard littéralement, et un Pierre Richard un peu cliché, je pense, que tel qu'on le conçoit, qu'on l'imagine. Et Pierre Richard en fait il est hyper au taquet sur les actualités du cinéma, c'est vraiment un mentor. Au début, Régis il est dubitatif, il comprend pas trop, il dit mais attends, mais c'est pas possible, on peut aller sur la Lune, on peut aller sur Mars, mais pas dans les films, enfin ça n'existe pas. Il fait mais Alice, qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait, Alice? Alice, elle est allée dans le pays des merveilles, elle est passée par le chêne que vous voyez là-bas. Donc au bout d'un moment, à force de persuasion, Régis commence à y croire. Non, c'est pas vrai. Il y croit pas tout de suite, il y croit quand Pierre Richard lui dit mais vous savez, les héros des films, ils peuvent niquer plein de gonzesses. Et là, Dubosc qui dit je suis intéressé. Mais avant d'aller dans le cinéma, Régis doit s'entraîner. On a une séquence montage voilà. Avec sur Chick Rabbit, qui est une version américaine de Laisse tomber les filles. En fait, c'est assez marrant en vrai. Il y a littéralement une musique qui lui dit genre laisse tomber les filles. Je trouve ça assez drôle. Enfin, en vrai, oublie les meufs. Mais je pense pas que c'était fait exprès. À mon avis, c'est la personne qui a fait la musique, si elle a pensé à ça, c'était pas. Mais je pense que vraiment le mec qui a fait musique, je trouve il s'est éclaté. Il y a une musique, je trouvais. Il s'est fait son petit kiff, quoi. Il s'est fait son kiff. Il revient voir Pierre Richard qui lui explique les règles pour passer d'un monde à l'autre. Donc il faut embrasser la broche pour aller dans le film. Ou Sissi est, ou en fait, ah oui, c'est ça qui est très drôle aussi, qui est très absurde, c'est qu'il lui dit que, en fait, Sissi, c'est Viviane. C'est l'actrice Viviane qui interprète le rôle de Sissi. Mais c'est pas la même actrice Viviane qui interprète le rôle de, genre si elle était dans un... C'est une fausse actrice d'ailleurs qui n'existe pas. Le film Sissi qu'on voit n'est pas un vrai film, c'est un film qui existe dans le monde de Cinéman. La personne qui doit sauver, c'est la Viviane de Sissi. Ça veut dire que potentiellement il y a d'autres Viviane dans ce film, et enfin ça fait un monde extrêmement brouillon. Donc pendant tout le film, on va pas l'appeler Sissi, on va plutôt l'appeler Viviane, mais c'est juste pour rajouter du mélange et de l'incompréhension. C'est l'occasion de faire un point sur les noms des personnages, parce que les deux personnages principaux s'appellent quand même Régis et Viviane. Je serais pas étonnée que ce soit les prénoms de ses parents. Ah waouh, c'est pas non, parce que je crois qu'il aime pas du tout ses parents de ce que j'ai vu. Ouais. On parlera d'Yann Moix après. Oui. On parlera d'Yann Moix après. Oui, il faut qu'on parle de Johan Max après. Je sais pas s'il faut, mais on le fera. Ah si. Donc les règles, il faut embrasser la broche pour aller dans le film où il y a Viviane. Il faut emprunter les éléments de locomotion du film pour aller d'un film à l'autre, c'est-à-dire que dans un western il prend un cheval, dans le dernier métro il prend le dernier métro, etc. Et l'eau le ramène dans le monde réel. Voilà, c'est les règles. Donc Deloup embrasse la broche, il arrive, transition ciné très cheap avec plein d'extraits de trucs qui sont censés ressembler à des choses qu'on connaît, mais enfin c'est vraiment des vieux extraits de dessins animés, de vieux films, etc. Et il arrive dans un western, voilà, avec le bon style de Clint Eastwood.
et il tue tous les gens qui veulent lui tirer dessus. Et d'ailleurs, je trouve que pour le coup, c'est la séquence où je trouve la HMC s'est bien débrouillée, parce que je trouve que l'allure eastwoodienne et puis c'est les mimiques de visage de Pour les du non-techniciens, il faut expliquer ce que c'est HMC. HMC, pardon. C'est costume, maquillage, coiffure, etc. Je crois que si je dis pas de conneries, c'est hair, make-up, costume. Voilà, exactement. L'équipe Merci. technique pour simplifier. Voilà, bref. Et je trouve que c'est très bien débrouillé parce que j'ai trouvé que l'allure eastwoodienne du Bosque fonctionne extrêmement bien. Voilà. Et puis même lui, il arrive à avoir bien la mimique. Bon, clairement, c'est un hommage au Western Spaghetti, mais ouais. Mais le problème, c'est que alors qu'il y a une espèce d'ambiance de duel qui s'installe, qui est pas si mal que ça, et ben il finit par du Bosque en disant ça va être la fête du slip. Et juste, du coup, j'en profite pour revenir sur ce que tu disais sur la HMC JB. C'est que en vrai, j'ai l'impression que ce film, les mecs qui ont fait les décors, ils sont pas mauvais. Les mecs qui ont fait, que ce soit la salle de classe ou en tout cas dans la salle de classe et son appart, j'adore ces décors-là. Et certains des décors de film sont cool. La HMC sont vraiment pas trop mauvais. Et en fait, je me dis, t'as une équipe technique qui est pas si dégueu. Pour ça, c'est dommage quoi. En vrai, alors t'as pas tort là-dessus parce que dans chaque film qu'il incarne, il a le type de coiffure et de maquillage qui correspond au canon de l'époque où le film a été fait. Ça se voit particulièrement dans tous les autres films et c'est, j'avoue, très très bien fait parce qu'on a vraiment l'impression de revoir tous ces personnages dans leur make-up d'antan, on va dire. Et même, je pense, la façon, le type de caméra, pas forcément le format. À la base, ils voulaient vraiment faire un format différent selon les époques, mais ça a pas été gardé comme idée. Mais le grain de la caméra, il y a aussi cette recherche-là, la lumière et tout, et enfin une incroyable boîte à outils avec quelqu'un qui sait à peine planter un clou, quoi. Et c'est un peu triste. Et par exemple, le western, voilà, là où c'est très visible, c'est notamment le western, c'est en scope, voilà, parce que les westerns c'était filmé en scope, donc avec les bandes noires et des écrans très larges, donc voilà, on a ce type d'image. Ouais, et c'est très jaune, et la couleur est très jaune. Et il a tourné d'ailleurs dans les vrais endroits. Il est allé en Espagne et en Tunisie pour aller tourner dans les vrais endroits où étaient tournés les westerns. Il a dit d'ailleurs qu'il y avait eu des tempêtes qui ont retardé le film et tout. En fait, c'est faux. Il y a eu genre 2 jours de pluie et genre le gars était Ça pour le coup, c'est un truc qu'il a dit en interview. Genre, il a fait. J'ai lu un article où il a dit en interview qu'il faisait une comparaison avec Lost in La Mancha de Terry Gilliam. Comme quoi, lui, il avait eu plus de galères pour Cinéman que Lost in La Mancha. Et en fait, quand tu te renseignes un peu, non, il a pas eu autant de galères que Terry Gilliam pour son film. Après, est-ce que c'est aussi étonnant d'un mec qui se compare à Hugo et qui dit qu'il est un immense écrivain? Non, mais Yann Moix qui fait du Yann Moix à un moment. On va pas s'arrêter à chaque fois qu'il fait ça. On va bien taper sur lui après. On comprend en fait une petite scène entre donc Douglas Crabbs, le méchant qui a enlevé Viviane, et Viviane, que celui-ci force Viviane à faire le show dans un western où elle est habillée enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle en vrai, c'est danseuse dans les saloons quoi. Du French Cancan. Oui, c'est danseuse de saloon qui fait du French Cancan. Et elle lui fait comprendre qu'elle en a marre, que ça le rend jaloux, qu'il est méchant quand il est jaloux, et il dit oui mais moi je veux que tout le monde voit que genre t'es ma meuf à moi, genre vraiment les femmes objets incroyables, on adore. Viviane monte sur scène parce qu'elle est obligée, parce que Crabbs c'est le méchant qui l'oblige à faire des trucs, et Delou, Cinéman, arrive dans le saloon pour regarder le show de Viviane. Et oui, et donc c'est la première scène de rencontre en fait entre Régis et Viviane. Donc on peut se dire ça va être son love interest du film. Il va y avoir un échange de regards. Il peut être charmé ou un truc comme ça. Et en fait, il a une réplique qui est elle est bonne. Voilà. Et elle, globalement, à part un moment dans le film où elle va vite fait le repousser, globalement, elle est sous son charme directement, alors qu'il se comporte comme un gros beauf. Voilà, c'est-à-dire qu'ils échangent 3 phrases, je crois, en tout dans le film. C'est ça. Et elle est instantanément amoureuse de lui, même si à un moment elle va dire bah non, je peux pas être avec toi, c'est pas possible. Bref, mais ça c'est plus tard. À un moment où Viviane le regarde pendant qu'elle fait son show, Delou montre que c'est lui qui a la broche et que donc c'est lui son sauveur. Et là, elle comprend. À la fin de son show, il sort un harmonica et il commence à faire un solo d'harmonica sur son show à elle. Et ça sonne faux. Non mais vraiment le film du cringe quoi. Oui, alors à ce moment-là, on a Crabbs qui arrive dans le saloon. Qui dit genre ouais vas-y tu parles pas à ma meuf. Delou vient le voir en disant genre hey, c'est moi le héros du film, alors tu vas t'agenouiller petite crotte. Et en fait il savait pas que Crabbs était un grand méchant, et donc Crabbs lui met une bonne raclée, l'attache à un cheval, l'amène au milieu du désert, l'enterre jusqu'à la tête. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait faire à ce moment-là? Je peux le dire? Vas-y. Pipi.
Il lui fait pipi sur la tête parce que il y a de moi que ça 5 ans. Voilà, Le je pipi, pense. c'est rigolo. Le pipi, c'est rigolo. Je crois que c'est la scène préférée de Galien. Donc il lui explique, Krabs lui explique que genre ouais tu touches pas ma meuf, c'est ma meuf, bon bah moi je te laisse là et je me casse. À ce moment-là, Viviane arrive pour le sauver. Donc en fait Viviane peut se sauver. En fait, elle est pas emprisonnée. En fait, Viviane peut rentrer dans son film. Pourquoi est-ce que Viviane a besoin? C'est le seul moment de du cinéma. film où c'est une femme indépendante, oui. Ouais. Bon, donc elle le déterre, elle lui dit bah écoute, il y a un puits à 3 km là-bas, moi je me casse, embrasse la broche à 14h demain, bye bye. Et elle se casse. 14h32. 14h32, très précisément. Apparition de Madame la Migale. Oui. Très brève, mais Ouais. Très grand jeu d'actrice. Ouais, je dirais. ouais. Il y a une migale quand Qui sert à rien. Régis Deloup et oui, mais la scène est super longue. Quand il est, je ne vais même pas en parler, Ah, mais mais oui. quand il est enterré dans le sable, il y a une migale sur sa tête qui fait tout le tour et tu te dis mais en vrai, je crois que vraiment l'équipe technique n'aimait pas Dubosc. Je crois. Non, elle revient la migale après. Alors, Oui, mais- Je pense, Il y a un truc avec cette je, migale. je pense, je vais prendre le western. Il était une fois dans l'Ouest, tu vois. Bah, on est vraiment un peu dans ce code-là. Tu sais, des plans très longs, très lents, où tu poses la caméra. Mais c'est et le seul tu vois- moment tu où il y regardes a ce qui ce se passe, plan. quoi. Oui. Le fait est que c'est une espèce de migale qui est assez connue, parce que c'est un peu la plus connue, la plus facile à voir entre grandes guillemets, parce qu'elle est très chill, elle se balade très lentement. Donc évidemment pour les films c'est celle qui est utilisée parce que c'est la moins dangereuse, mais du coup bah oui elle est lente, et du coup si tu veux voir un plan entier où elle se bat sur le visage, bah c'est super lent. Donc en général il y a des montages pour ça, qui n'a pas été fait là. Et donc voilà, donc il a eu la migale quand il était enterré, il s'est fait sauver, il marche jusqu'au puits, il arrive dans le monde réel avec ses vêtements du monde du cinéma et retourne voir Pierre Richard en lui disant, qui joue au billard à ce moment-là, de nouveau la scène haha Pierre Richard. Et il est retourné le voir en se laissant tomber dans un puits, et j'ai un peu espéré qu'il se passe un truc à cette scène, genre qu'il reste bloqué ou qu'il meurt. Ok, Non. j'aurais aimé que le film s'arrête là en fait. Voilà. Je comprends. Je pensais que c'était la fin. Et donc il confronte Pierre Richard qui était en train de jouer au billard et qui a pété sa table de billard. Donc de nouveau la scène, ah là là, Pierre Richard, quel maladroit ce monsieur. Et il explique, il lui dit mais attends, moi je devais sauver la meuf, on m'a pas dit, je devais niquer plein de gonzesses, on m'a pas dit qu'il allait avoir un monsieur méchant. Il est fait, bah si, Krabs c'est le méchant du cinéma en fait. Il y a des années il est devenu méchant, il est devenu un bully de tous les figurants, il a commencé à voler les femmes d'autres films. Il y a des gens qui ont essayé d'aller les récupérer, mais en fait maintenant ils sont bloqués dans les films parce que en fait tu sais pas pourquoi dans les films dans lesquels ils sont il pleut jamais, ou genre il dit ça fait 40 années qu'il y en a un qui est bloqué en train de se faire torturer, l'autre poursuivi par un triceratops. Chose que je rajoute par rapport à Krabs, donc qui est joué par Pef. Bon, Pef en cinéma, c'est pas forcément un acteur que je m'en fous un peu de ses apparitions dans les films. Je l'aime bien dans Spamalot, c'est tout. Donc sur scène, dans le film, il a le niveau de jeu d'acteur d'un comédien de web-série du début des années 2000 en France. Voilà. Le problème, c'est que les web-séries, c'est amateur, c'est normal que ça soit cheapos en termes de jeu d'acteur. Là, bon, on est quand même sur un film à 21 millions d'euros, et là, Pef joue genre. Encore Dubosc qui fait son registre, mais là, Pef, c'est désastreux son jeu d'acteur. Je suis le seul à être. Visiblement, en fait, il n'y a pas eu de direction d'acteur. Oui. Donc, ce qui explique que Franck Dubosc fait du pur Franck Dubosc en. Oui, c'est la roue libre, ouais. Et les autres n'ont pas été bien guidés, au point que l'actrice qui est anglaise, le son était tellement mauvais que les autres acteurs ont dû se redoubler sur leurs propres répliques, et pour elle, ils ont même carrément décidé de faire appel à une comédienne française qui double toutes ses répliques en Tout à fait. Et sinon, Pef, il a juste été très très mal dirigé. Je sais pas à quel point c'est un bon acteur, mais quand t'es très mal dirigé sur un plateau, ça peut aussi te ruiner ta prestation, alors qu'avec un autre directeur d'acteur, un autre réalisateur, en fait, tu peux beaucoup mieux jouer, quoi. Moi j'ignorais complètement en fait qu'ils avaient dû se redoubler eux-mêmes. Mais du coup je me disais mais c'est trop chelou, j'ai l'impression des fois qu'il y a du décalage entre les paroles et tout. Parce qu'ils ont dû changer des blagues. C'est-à-dire qu'il y a deux choix. Il y a certaines scènes où c'est le son d'origine, il y a d'autres scènes où le son était trop mauvais et ils se sont redoublés mais en regardant le même texte.
Et le problème, c'est qu'ils ont tellement remodifié le film après le tournage que souvent, ils ont changé des blagues ou changé le texte. Et donc, du coup, tu les vois qui bougent les lèvres, mais c'est pas le même texte entre ce qui a été dit au moment du tournage et ensuite ce qui a été redoublé dans la salle de Quel bordel. À cause de la fameuse projection d'équipe qui faisait rire personne. Où du coup, ils se sont dit, faut qu'on réécrive pour faire rire les gens, parce que c'est censé être une comédie. Et donc, ils ont rajouté des blagues, on va en voir à d'autres moments. Et il y a d'autres moments où il y a des répliques qui ont été rajoutées, c'est-à-dire que tu as Franck Dubosc qui est de dos, et comme on voit pas sa bouche, et tiens, dans la cabine de doublage, on va dire que Franck Dubosc, il fait des vannes en plus, et comme il est de dos, ça va passer. Et en fait, ça passe pas, quoi. Pierre Richard, on le voit pratiquement pas parler. Il est très très souvent au téléphone. Et devant sa télé, pareil, il dit 2-3 mots, mais souvent c'est soit de loin, soit de dos. Et en fait, toutes ces scènes-là, je suis sûre que Pierre Richard, c'est complet. En fait, je pense même dès le début qu'ils ont filmé des scènes au téléphone pour pouvoir changer et les intercaler à des moments et pouvoir expliquer des trucs. Toutes ces scènes de téléphone ne fonctionnent pas. Il n'y a aucun intérêt qu'ils soient au téléphone, à part pour ça. Et même quand au tout début, il est en noir et blanc et gesticule en loin, je l'avais précisé parce que je suis sûre que cette scène a été doublée exprès après parce qu'ils ne savaient pas quoi mettre à ce moment-là. Et pour revenir sur PF 2 minutes, alors moi perso c'est un acteur que vraiment je déteste et je l'ai pas trouvé particulièrement plus mauvais que dans d'autres films de fait, mais ça explique beaucoup de choses s'il n'y a pas eu de direction d'acteur effectivement. Parce que y a, dans certains cas il peut être bon, enfin genre dans Re il est vraiment pas mauvais, mais alors là il est vraiment explosé quoi. Genre. Donc voilà, on a une explication des gens qui sont restés bloqués dans les films depuis des années et il lui montre l'extrait d'ailleurs et on s'en fout, voilà, ce mec là qui est expert comptable à Chalon-sur-Saône et qui a 2 enfants et qui est bloqué dans un film depuis 30 ans, on s'en fiche, on va pas aller le sauver, tant pis pour lui s'il est poursuivi par un triceratops. On arrive dans de nouveau toujours le monde réel en fait, à l'école, une scène de cantine complètement surréaliste où Régis dit que s'il a loupé les cours la dernière fois c'est parce qu'il avait une histoire romantique privée dont il ne peut pas parler. Et il explique d'ailleurs, pendant qu'il dit que c'était une affaire personnelle et privée, il dit qu'il a été dans un western et qu'il s'est fait tirer par un cheval. Et il se fait pas virer ce gars-là Il est fonctionnaire titulaire. Et pendant le cours qu'il a après, il attend 14h32 pour pouvoir embrasser la broche. Et il arrive dans Robin des Bois. Dans Robin des Bois, Viviane est en train d'avoir un cours de tir à l'arc par Craps. Robin des Bois version Errol Flynn, pas version Kevin Costner, c'est important. Oui, et pour le coup, là aussi, le film respecte les couleurs, respecte les costumes, et Dubosc, je le trouve plutôt vraisemblant dans ce rôle. Il porte bien le collant, il est sautillant comme Errol Flynn, il le joue pas mal. Il le joue plutôt pas mal. Après, toujours avec ce truc de Le problème, c'est que les blagues, ces échanges avec les autres personnages, en fait, ça ne fonctionne pas. Ouais. Oui, il sauve Viviane, enfin il sauve entre guillemets, parce qu'en fait à ce moment-là, il est juste en train de prendre tranquillement un cours de tir à l'arc. Il sauve Viviane en tirant dans la flèche que Krabs vient de tirer dans une cible. Avec tous ses joyeux compagnons, je sais plus comment s'appellent ceux qui accompagnent. Petit Jean, Frère Tuck, voilà. Tout ça, les compagnons de Robin des Bois. Les compagnons de Robin des Bois, ils attaquent Krabs par surprise et l'enterrent dans la forêt. Mais lui, il ne lui pisse pas dessus. Voilà. Je précise au cas où. C'est important de le préciser. C'est important de préciser quand on ne fait pas pipi sur les gens. Et s'ensuit une scène de drague surréaliste, un banquet où ils mangent des espèces... Ça correspond aussi au cinéma de l'époque, où ils mangent des espèces de grands poulets très carton-pâte, où il y a un peu de musique, où il y a... Voilà, c'est un peu sympathique. Je crois même que le poulet is delicious. Je crois que le poulet is delicious. Et il l'envoie et il y a un bruit de poulet qui s'envole. Ouais, voilà. Donc, en plus, pendant toute cette scène de drague, Pierre Richard est en train de les regarder sur son canapé par la télé. En fait, on ne voit pas ce que Pierre Richard regarde. Et je pense que on voit juste des plans du film où Cinéman est et des plans de Pierre Richard. Donc, pareil, je pense que c'est des plans qui ont été réutilisés plein de fois dans le film. J'ai écrit littéralement Dubosc est insupportable. Voilà. Pendant qu'il est en train de draguer Viviane, Krabs les retrouve parce qu'il s'est fait rejoindre par ses Krabs Angels. Course-poursuite. Oh, Krabs. Ils se font tirer dessus à l'arc.
Régis Deloup reçoit pas mal de flèches. Il y a une rivière à côté, ça tombe bien. Il arrive à courir dans la rivière et là, il revient dans le monde réel, à l'école, où il va à l'infirmerie habillé en Robin des Bois avec des flèches dans le dos. Sachant que du coup, pendant que Pierre Richard le regarde, il est en mode putain, mine-toi de la ramener parce que là tu perds du temps et tu vas te faire, il va t'arriver des broutilles quoi. Et c'est exactement ce qui lui arrive. Et ça, c'est le ressort qu'il va faire tout le temps, c'est-à-dire qu'il veut draguer et pas accomplir sa mission. Après, ça te fait retirer les flèches qu'il avait dans le dos. Il rentre chez lui. Il parle au poster de ses parents, les grands portraits de ses parents qui sont littéralement lui déguisé en femme et en homme, en disant hey, j'ai une fiancée, elle s'appelle Viviane et elle est très cool. Et il dit bon, c'est bon, moi j'ai assez sauvé Viviane, là je vais me faire un petit après-midi piscine. Pierre Richard l'appelle en lui laissant des messages en disant bon vas-y Deloup, là c'est le moment, faut que tu retournes dans le cinéma. Deloup ne répond pas et Pierre Richard lui dit si tu réponds pas, je te jure je vais te mettre en arrêt sur image, tu vas voir, ça va te saouler. Au moment où Régis Deloup va sauter au plongeoir, il se fait mettre sur pause en lévitation en l'air. Les gens lui balancent des trucs à la gueule d'ailleurs pendant qu'il est en pause. Et donc on comprend que c'est Pierre Richard qui a un effet sur la réalité. Et oui, c'est le dieu du cinéma. Ouais, apparemment. Si vous ne saviez pas, Pierre Richard est le dieu du cinéma. Dubosc le rappelle le soir en disant c'est pas cool de m'avoir mis sur pause et Pierre Richard le menace de le remplacer par Jean Dujardin s'il retourne pas dans les films. Donc Deloup regarde le programme et se dit ok, demain je vais voir Viviane parce que il regarde télé 7 jours, la télé loisirs. C'est comme ça que marche le cinéma, quand c'est en même temps dans le cinéma, c'est qu'il est diffusé le film quelque part. Voilà, je sais, apparemment. Mais de quel cinéma, dans quel pays, sur quel fuseau horaire? Ça se trouve c'est une chaîne de télé, on sait pas. On sait pas. C'est fabuleux. Tu noteras qu'à ce moment-là, j'ai complètement arrêté d'essayer de trouver la logique. Oui. Et j'ai abandonné, clairement. Non, vraiment, là, Grégoire, il est au bout de sa vie. Ouais. Par contre, je trouve ça très drôle que juste après qu'il ait été habillé en Robin des Bois, Pierre Richard lui dise on va vous remplacer par Dujardin. Parce que Dujardin est déguisé dans le même type de Robin des Bois dans 1617-2. Alors, c'est pas du tout un hommage parce que c'était des années avant, mais je trouve cet hasard un peu truculent. Voilà. Bah, c'est drôle surtout quand t'apprends dans les débords de la production que Dujardin a failli être le personnage principal. En plus. Donc là, il retrouve Viviane dans un péplum. Il y a Craps qui est en César, Viviane en Cléopâtre, Dubosc en serviteur qui offre un verre de poison à Craps et s'enfuit avec Viviane. Là, dans Cléopâtre, l'image est dégueulasse. Ah oui. Et surtout, dernier truc technique, là, il vient d'empoisonner Craps. Ouais. Donc normalement, c'est bon, c'est fini. Ouais. Craps, il peut plus revenir, il peut aller dans Sissi. Ouais. Et bah, il est juste malade, t'inquiète. Le fait que le personnage meure puis finalement revienne, c'est un truc qui est dans quasiment tous les mauvais films en vrai, où un personnage qui est mort, qui est pas vraiment mort, ça te nique une histoire. Ils l'ont fait une énième fois. Et oui, mais là, il revient sans explication. Le mec s'est fait empoisonner. Il n'y a pas forcément besoin d'explication. Après, il l'empoisonne, mais il dit juste après faut qu'on se dépêche, il va bientôt se réveiller. Il a cette réplique-là. Oui, donc je me suis dit, ça se trouve, c'est un somnifère. C'est débile. Oui. C'est vraiment débile. Oh. Bah, c'est comme c'est débile de l'avoir laissé enterrer dans la scène d'avant. Oui, en fait, il l'aurait buté dès le début. Bon, on aurait tous gagné du temps. Un coup de pelle et puis c'est bon quoi. Par contre, pour l'image dégueulasse, pour moi, ça vient du fait qu'au fait, quand le film sur Cléopâtre commence, t'as un extrait d'un vieux film avec une image dégueulasse. Le clin d'œil, c'est Cléopâtre avec, comment il s'appelle, qui a coûté une énorme fortune. Qui est toujours, je crois, selon les chiffres d'inflation liés au coût d'un film, est toujours, je crois, dans le top 5 des films qui ont le coûté le plus cher de l'histoire du cinéma. C'était avec... Elizabeth Taylor. Merci. Je crois que ça a failli couler le studio. Ça a failli détruire l'industrie hollywoodienne, à lui tout seul. Ah ouais. Bah oui, non, c'est... Parce qu'on est encore au début de l'industrialisation du cinéma. On est en été dans Barry Lyndon. Et ça, en vrai, c'est une des scènes les plus angoissantes du film. Il invite Viviane dans Barry Lyndon parce que c'est un film que sa mère adore. Et il lui dit voilà, ça lui aurait fait beaucoup plaisir que vous soyez dans ce film-là, que vous m'accompagniez. Ils vont voir un concert de musique classique. Alors, faut savoir, je n'ai pas vu Barry Lyndon pour le coup, donc je sais pas trop ce qui se passe dans l'histoire. Je sais pas à quel point c'est dans l'histoire principale ou si c'est un truc qui se passe à côté. Oui, c'est dedans. C'est dedans. C'est vraiment dans le film. C'est pas un. Ok. Donc, il participe à un concert de musique classique.
Ils se font virer par quelqu'un qui dit qu'ils sont pas invités. Il fait genre, mais enfin, je suis cinéma, je suis l'homme cinéma, ne me virez pas. Mais personne te connaît en fait, frérot. Et il se présente devant la marquise de Lyndon, qui jouait du piano quelques secondes avant. Donc tu sais pas pourquoi d'un seul coup dans cette scène, elle est plus dans la salle de concert, mais bon bref. Et il lui explique que lui-même pourrait faire un bon marquis de Lyndon et il se montre. Et donc on a cette scène qui pour le coup a été remontée derrière par l'équipe où il fait un tour sur lui-même. On entend une musique de boîte à musique et il y a, je saurais pas trop comment décrire ce truc là de... Il passe la séquence en boucle et donc ça c'est juste Johan Moix qui essaie de rattraper son film au montage et qui passe une séquence en boucle au montage où à la base sur le tournage on voit juste Franck Dubosc qui tourne sur lui une fois et il le fait tourner 4 ou 5 fois, je sais plus. C'est désolant. Je pense que le mot que j'aurais pu dire vrai. à la place de détournement, c'est désolant. À ce moment-là du film, il y a ma copine qui est rentrée dans la pièce où elle me dit mais tu regardes quoi? J'ai répondu une YouTube poupe d'1h30 pas drôle. C'est un peu ça. Oui. Et d'ailleurs, par rapport à ça, du coup, ils sont dans la salle de concert et puis Viviane, elle veut se casser, elle veut rentrer dans Sissi et lui, il est en mode non, mais tout va bien, etc. Et ça, c'est un truc qu'il fait déjà avant, etc. Il fait ça pendant tout le temps, c'est-à-dire Viviane proteste, dit non, mais lui, il s'en bat les couilles. Le consentement. Exactement. Alors là, il chie dessus, mais d'une force et jusqu'au bout. Hein. Il y a même pas un arc de rédemption parce qu'au final, ce sera finalement c'est le moins pire. Voilà, littéralement, ça va être ça la morale du personnage. Hein, par rapport à Viviane. Donc effectivement, Viviane va absolument partir et lui il est en mode genre mais non et tout. Donc ils se font virer vraiment du film. Il y a un page qui dit oh mais ce drôle se croit au camping. C'est drôle parce qu'en fait Franck Dubosc qui joue dans Camping et qui est sorti quelques temps avant, il se retrouve donc après s'être fait virer de Barry Lyndon dans Taxi Driver, qui est considéré comme les bas-fonds du cinéma. Ok, c'est complètement aléatoire. Pourquoi les bas-fonds du cinéma? C'est un film incroyable, Taxi Driver. Après, je pense que c'est bas-fond dans le sens c'est un film dur, sinistre, violent. Oui. Ouais, voilà. mais genre c'est vraiment en mode on arrive, ah là là, mais où est-ce que tu m'emmènes? C'est parce qu'il y a un personnage détestable et pareil pour le film suivant en fait. Donc c'est un film avec des méchants du cinéma. Alors que s'ils avaient été dans les bas-fonds du cinéma, ils seraient arrivés dans Jurassic Shark et dans Cinéman. Non, ils seraient... Oui, voilà, c'est ça. Ça aurait été comme dans la peau de John Malkovich, le film serait rentré à l'intérieur de l'univers, tu vois. J'en profite d'ailleurs parce que là il y a plusieurs films qui s'enchaînent. Un des trucs qui me dérange profondément dans ce film, c'est que du coup c'est un hommage au cinéma. On est d'accord jusque là. Voilà, le cinéma qui est vraiment une industrie qui est développée dans plein de pays, notamment voilà, il y a une grande histoire du cinéma allemand, il y a une histoire du cinéma italien, il y a une histoire du cinéma français, évidemment américain, la plus grosse industrie. On a les Japonais, on a les Chinois, on a l'Inde, les Coréens. Bref. Le seul film français qu'on va voir dans tous les films, c'est des films de Méliès. Sinon, c'est que des films américains. Il y a Catherine Deneuve. Oui, il y a l'extrait de Catherine Deneuve. Et sinon, c'est que des films américains. C'est que des refs à des personnages américains en permanence. Non, il y a un Murnau. Il y a un Murnau. Et il y a la ref à Caligari, etc. Ouais. Mais globalement, c'est comme très américano-centré et comme s'il y avait que eux qui avaient fait du cinéma. Et t'es en mode, oui, d'accord, c'est pour parler au grand public. Tu cites les vraiment Dark Vador, Robocop, machin, bon, Barry Lyndon. Allez, c'est Kubrick. Mais bon, c'est assez affligeant pour un film hommage, je trouve. Parce que c'est mon hypothèse, c'est pas un film hommage au cinéma, mais un film hommage aux souvenirs d'enfance de cinéma de Johan Moix. Quand j'ai vu le film, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la génération boomer qui a grandi avec ces films. Et j'avais en écho ma mère qui me racontait le film de western du dimanche après-midi après avoir bouffé le poulet, le téléfilm Zorro, tu en parles après, où c'était tous les mercredis une diffusion de Zorro à la télévision. Les souvenirs des boomers, c'est juste les souvenirs des cinémas des boomers et qui les ont marqués. Péplum, western, etc. Et c'est pour ça que oui, ça foire pour le hommage au cinéma, parce que c'est juste un point de vue d'une seule génération sur le cinéma. Et même sur les acteurs, Pierre-Richard Galabru. Exactement, c'est juste ça. Je sais pas si on peut reprocher ça, parce qu'en soi, il a choisi un public. Et il s'adresse à un public. C'est vrai, mais alors je pense pas qu'il ait choisi un public, je pense juste qu'il s'est fait enfin vraiment ce truc de moi je me fais plaisir, c'est mes films quoi. Il est son public. En fait, il parle des films qui l'ont marqué et qui ont marqué les gens de sa génération. Ouais. Et il se trouve que c'est plutôt une bonne cible, en fait assez intelligente quand tu veux faire un film comique. Oui, et puis du coup, et c'est pour ça que ça cible un peu que les trucs grand public, que les genres grand public, parce que globalement ça parle que de l'aventure. Harold Lloyd et il y a des trucs un peu pointus. Harold Lloyd et Murnau, bon, le très grand public.
public qui connaissent pas. Mais... Alors, très grand public ne connaît Après, pas, Renaud, mais c'est- a vu des images en fait. C'est un truc, c'est dans le visuel que Non, c'est connu. l'imaginaire collectif, ouais, Merci. totalement. En vrai, il y a aussi un truc que j'ai trouvé plutôt attendrissant pour le coup, si je peux donner un petit truc à Yann Moix, c'est que dans une interview, on lui a dit mais vous parlez de camping, de Jean-Claude Duss et en même temps Barry Lyndon. Il fait oui, mais pour moi tout ça c'est du cinéma. En fait, on peut pas dire que camping c'est moins du cinéma que Barry Lyndon. C'est du cinéma. Je suis Après, entièrement d'accord avec cette phrase. et je trouve que en vrai il y a ce truc là qui est que bon alors effectivement dans les films qu'il met en scène il met des grosses références des trucs américains et tout, mais c'est vrai qu'au final il parle aussi de camping et en fait c'est justement ça fait gênant parce que c'est dans Barry Lyndon et il y a aucune raison que ce mec dise ce drôle se croit au camping, mais tu dis qu'il y a un truc d'amour mais alors c'est peut-être dirigeant vers les boomers, mais je pense que c'est quand même très personnel de Yann Moix, c'est dit moi je veux faire mon truc et c'est mes délires à moi et voilà. C'est ça. Ouais, Taxi Driver. Il y a Viviane qui lui dit moi j'en ai marre, j'ai pas envie de jouer une pute, toi aussi ça me saoule, t'es un chauffeur de taxi. Il lui dit mais non, mais tu sais ce que je leur dis au bas-fond du cinéma, moi, are you talking to me, bas-fond du cinéma. Pourquoi encore et en vrai, pourquoi pas. On s'en retrouve à ce niveau-là. Il est iroquoise. Encore, comme dans Taxi Driver. encore une fois, pareil, bravo à la HMC. Moi, je trouve que son look de Niro de Taxi Driver fonctionne très bien. Oui, Ouais. oui. Et je pense qu'ils ont utilisé une bonne une caméra de l'époque ou un truc comme ça. Ouais. Et visuellement, ça rend vachement Et, bien. et pareil, visuellement, ça pète. et la séquence juste après avec le gang de Orange Mécanique qui arrive, Ouais. pareil, ils ont bien calqué le visuel du film. Il y a un truc qui m'a vraiment saoulé par contre, c'est que c'est Krabs, c'est lui il est en rouge, alors que vraiment ce truc de Orange Mécanique c'est qu'ils sont en blanc. Ouais. Donc il arrive donc on voit vraiment cette scène hyper iconique où ils arrivent au bout du tunnel en Contre-jour. contre-jour, merci. En ombre, avec vraiment exactement la même pose. C'est vraiment bien fait. Et après, ils avancent. Et on voit Krabs qui est donc habillé en rouge et qui dit hey, les amoureux, ça vous dit un petit verre d'orange mécanique? On avait compris la ref. Ou pas, mais genre, le dis pas, en fait. Mais si en fait la blague c'est parce qu'il joue dans Orange Mécanique, tu vois. Ah, mais j'avais Mais pas voilà, compris tu la vois. vanne. Voilà, donc ça c'est ce qu'a pensé Yann Moix en écrivant cette ligne. Heureusement qu'il était là, parce que sinon... Sinon on l'avait pas. Hein. J'ai une petite théorie, en vrai, qui à mon avis n'est pas ça, parce que Krabs est en rouge, tous ses partenaires in crime sont en jaune, et je me dis, en fait, peut-être rouge plus jaune, ça fait orange. Non, je crois pas. Je sais pas, crois que tu vas chercher trop loin. Tu fais comme moi, t'essayes de trouver de la logique, il y en a pas. Ouais, je pense que j'arrive à ce niveau de détresse. Oh ouais, que tu as. hein. Et il se fait démonter par les alliés de Krabs, donc avec des onomatopées de paf, pam, waouh, avec genre écrit dans des cadres en mode PD. Et là, il se retrouve dans le film préféré de la mère de Krabs, donc c'est-à-dire que Krabs a sa mère qui est dans le monde réel, qui est une passion du Christ. Enfin, je sais pas quel type de film du Christ, mais où Dubosc est habillé en Jésus, pareil, plutôt franchement plutôt pas mal comme Jésus Dubosc. C'est pas une phrase que je pensais dire dans ma vie. Qui tire une croix sur son dos, qui se fait crucifier, et là la pluie arrive, il est sauvé parce que l'eau le ramène chez lui. J'avoue que pendant un instant j'espérais que ça soit un hommage à Monty Python. Juste petit aparté, j'ai bien aimé le moment où il repart dans le monde réel en Jésus, il sort par les C'est tuyaux vrai. et en fait il est tellement encore Shepherd, encore dans le film, que le type qui l'engueule en lui disant mais putain vous êtes encore là, il lui met la main sur la tête ultra lentement comme Jésus et après il repart. C'est vrai, Ça et- j'avoue ça m'a bien fait rire. Il y a ce détail aussi qui est complètement absurde dont je vais pas parler. Donc son immeuble est en démolition. En fait, il y a des ouvriers de chantier qui sont H24 devant chez lui et lui en mode genre non, moi je reste là. Enfin, c'est mon appart. Il y a ce mec-là qui est imbu de lui-même, qui vit dans un endroit qui est l'endroit de son enfance, qu'il idolâtre, qui veut pas bouger, alors que tout le monde lui dit vraiment bouge parce que là faut que tu le démolisses. En fait, Régis Deloup, c'est Yann Moix. C'est un mec qui a pas tourné la page, qui est imbu de lui-même et qui reste dans son jus d'enfant. Je sais pas si Yann Moix a fait une thérapie, mais je pense que Alors je pense pas que ce soit conscient. Non, mais je pense que c'est pas conscient. J'avoue que c'est pas un personnage. Enfin, Yann Moix, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse, donc je ne saurais pas confirmer ou ça, mais
ça fait sens. Ouais, La manière dont tu l'expliques, pour moi, ça fait sens. Il est rentré chez lui en passant effectivement par des tuyaux, il bénit le mec du chantier, il va au resto japonais avec sa collègue et se retrouve à parler japonais avec des sous-titres. C'est encore une petite blague de Pierre Richard. Mais ce moment, en fait, il ne parle, je crois pas qu'il parle, je parle pas très bien japonais, mais j'ai pas l'impression qu'il parle japonais. J'ai l'impression qu'il dit des... Non mais c'est hyper raciste, il y a un truc hyper raciste. Il me semble qu'il y a quelques mots qui ressemblent... il dit alligator à un moment. Qui sont des vrais mots de japonais, mais sinon oui, c'est... Mais tu doubles tout ton film constamment, pourquoi t'as pas pris quelqu'un qui parle japonais à ce moment-là? Ce qui fait que ça reste Dubosc qui parle. Ça aurait été beaucoup plus drôle si c'était doublé en japonais sous-titré. Enfin, ça devient raciste et nul. Enfin, bref. Après, et puis bon, pour 4 répliques, il y avait moyen d'avoir un coach en japonais pour qui prononce correctement ces 4 répliques en japonais. Il y a un je m'en foutisme sur ce truc qui est très étrange. S'il dit You talking to me en anglais avec son accent français, il a le droit de parler japonais aussi. Enfin, non, mais il parle pas japonais, c'est pas des vrais mots. Je suis pas sûr qu'ils disent des vrais mots. C'est ça le problème, c'est vraiment... C'est comme si au lieu de dire il avait dit burger, frites, McDo, quadruple pontage, tu vois. Alors là, il dit Kawasaki, Yamaha, Alligato, était là. Oui, voilà, c'est ça. Oh, mais oui. En fait, il a fait un tatouage. Non, il dit pas exactement ça, mais c'est l'idée. Enfin, c'est le niveau Tortue Ninja. Kimono bonsai sushi. Ah la vache, oui. Là. Il écoute les messages vocaux de Pierre Richard qui lui explique qu'il doit aller dans un film Ah oui. Et ça, encore une fois, on casse les règles. Il lui dit, demain, il est dans Tarzan. Vous allez devoir arriver dans un film qui est très dangereux. Allez-y en avance. Comme ça, vous pourrez vous acclimater au paysage. Donc, il doit arriver dans un film avant Viviane. La règle principale qu'on ait dit, c'est que quand il embrasse la broche, il arrive dans le film où Viviane est. Comment est-ce qu'il peut arriver dans ce film avant Viviane? Fuck les règles, il n'y a aucune règle dans ce film. Voilà. Et il n'arrive pas à sauter de liane en liane. Encore une fois, scène hyper gênante où on le voit se balancer avec un mec déguisé en gorille. Il y a littéralement des moments où on voit le col entre le masque et la tenue de gorille. Enfin, genre vraiment, on a passé 1 heure à dire que les HMC ils avaient pas déconné. Là, ils ont vraiment grave déconné. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est fait virer après ça. Ça aurait dommage, ça aurait été le réalisateur qui aurait dû se faire virer, mais bon. Complètement. Il explique que le cri c'est bon et il y arrive, il n'y a pas de souci. Alors son cri c'est du chant tyrolien. Parce que c'est drôle en fait. En vrai, ça c'est un peu marrant. Oui, c'est vrai qu'il yodel, ouais. Et par contre, la liane il n'y arrive pas. Et là, Chita lui dit, mais il dit un truc en singe et il dit, mais je peux pas faire des lianes à l'envers. En vrai, c'est un peu marrant qu'il fasse du chant tyrolien en faisant de l'acrobranche. Tyrolien, tyrolienne. Mais encore une fois, je suis pas sûre que. Non, c'était pas Je réfléchi. crois que ça vient du fait que dans la vieille série télé Tarzan, il avait un cri qui ressemblait vaguement de loin Exactement. En fait, on a Franck Dubosc qui apprend à faire de la liane à l'envers. De nouveau, c'est typiquement un truc qui n'a pas du tout été pensé ni en amont ni au moment du tournage. Et ils se sont dit, ça marche pas du tout, cette scène n'est pas drôle. Et au moment du montage, ils ont dit, allez, on va dire qu'on met la scène en arrière et qu'on va rajouter Franck Dubosc en audio par-dessus qui dit, allez, je vais faire de la liane à l'envers. Et c'est censé être drôle. Du coup, je pense que tu allais le dire, où il explique du coup, là on est le cinéman du futur, entre guillemets, qui explique, il dit, à partir de ce moment-là, tous les films de jungle se sont mis à faire de la liane à l'envers. J'ai noté la phrase exacte. Même certains de mes collègues réputés les plus à l'endroit n'hésitèrent pas à aller de l'arrière et je suis persuadée qu'ils parlent de sodomie. Voilà. Pendant qu'il apprend à faire de la liane à l'envers et à yodeler, Viviane est retenue dans le campement de Krabs qui lui dit « Ici, personne ne t'entendra crier. T'as compris la ref? T'as compris la ref? T'as compris la ref ?» Et il suspend Viviane au-dessus du vide avec une crevasse en fait avec un léopard. Moi, je trouve que la scène qui va suivre est la scène la plus drôle de ce film. C'est ma scène préférée. Tu demandais si c'était la scène du pipi? Non, c'est celle-là. Tarzan arrive, Tarzan de loup Dubosc arrive pour sauver Viviane qui est tombée dans la crevasse avec le léopard. On entend une musique, je sais, c'est une musique de vieille chanson française, trop bizarre. C'est même pas décalé, c'est juste gênant. Et Régis Deloup se bat avec une peluche de léopard pendant 1 minute 30, on va dire, en accéléré. C'est tellement long. C'est tellement long, mais c'est tellement ridicule. C'est une vieille peluche. À aucun moment, c'est convaincant. Et il me semble que c'est vraiment. Alors, j'ai pas vu d'adaptation, à part Greystock, j'ai pas vu d'adaptation de Tarzan, et le Disney, j'ai pas vu beaucoup d'adaptations de Tarzan, notamment les vieilles, mais c'était quand même un personnage assez emblématique du cinéma et de la bande dessinée il y a tard l'époque. Et je crois que la fameuse scène du combat avec le léopard dans les premières adaptations, c'était un truc qui revient assez souvent, donc je pense que c'est vraiment une image assez culte du personnage de Tarzan, quoi. Donc il se bat avec le léopard, il le balance dans le décor, et Viviane lui fait attention derrière toi, et là le léopard revient, et on a de nouveau mais c'en est pas un autre?
je sais pas si c'en a un Moi autre. j'avais compris que c'en était un autre. Je sais, en vrai, Et qu'après il y en avait encore un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. je sais pas si c'est le même ou pas, Et c'est donc, pas en tout, expliqué. il y a 6 attaques de léopard. Mais en fait, au bout d'un moment, tu rigoles de fatigue, quoi. Trop t'en peux C'est plus. exactement ça. Il arrive à sauver Viviane, il sort du trou, il saute sur Krabs, il crève un œil à ce moment-là en se battant contre lui. Et alors, faut savoir que dans les costumes de Krabs, à plusieurs moments dans certains films, il a un cache-œil. Et dans d'autres moments, il n'en a pas. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'il avait un cache-œil dans certaines scènes. Et je me demande si ça a été tellement remonté qu'en fait, ça a été remonté avec cette scène-là qui aurait dû être plus tôt dans le film et qui lui crève un œil très tôt. Et en fait, après, cette scène-là, il se retrouve avec un cache-œil. Après, il y a un peu un truc de, tu vois, quand il joue César, au fait, il a aussi un laurier qui lui encercle un œil. Ouais. Genre, ça lui cache pas. Il y a toujours un truc avec son œil. Ouais. Puis il y a aussi la ref au film du tout début où il joue même pas dedans, où l'espèce de colonel là, avec lequel il se bat au sabre a aussi un œil caché. Enfin, Ouais. Puis il y a tout un jeu sur l'image du Bourne qui est souvent un archétype physique de méchant. En fait, à un moment, il enlève son bandage. À partir de ce moment-là, il le remet plus jusqu'à qu'il se fasse recrever l'œil, quoi. Enfin, et même, je suis même pas sûre que ce soit pas d'un film à l'autre, il en a, puis il en a plus, puis il en a. Bref. Et là, on a une belle scène, on comprend bien que c'est clairement en post-prod où il fait: si t'es un homme, rejoins-moi demain à 5h dans la plaine de Mortefouille. Je crois que c'est ça. Bon, bref. J'ai pas la rêve du film, Non, non Mortefouille. C'est Je ne sais pas. c'est dans Le les nom est duellistes, rigolo. donc. En tout cas, c'est les duellistes de Ridley Scott. Il se retrouve dans un film, les duellistes de Ridley Scott, où ils sont habillés en tenue d'époque, genre 18e siècle, ils se battent à l'épée. Il arrive à tuer Krabs, qui lui dit: occupe-toi bien d'elle, en parlant de Viviane, et ils partent du film. Et au moment de sa mort, Viviane est profondément attristée de la Ouais. mort de Krabs, alors que ça fait supposément des années qu'elle est séquestrée par ce gars. Enfin, des années, en même temps, c'est au même moment. Enfin, le film. Enfin, bref. Ouais, mais plutôt, Oui. elle avait quand même expliqué, c'est quand même lui qui m'a fait sortir de mon film et qui m'a fait découvrir qu'il y avait autre chose. Genre, il y a eu un peu un truc syndrome un peu ambigu, de Stockholm, même si bon, à un ça n'existe moment. pas réellement, mais voilà. Delou est trop content, il peut vivre son histoire d'amour, il se retrouve dans un film qui s'appelle L'Aurore. Où il est dans une barque dans la brume, un vieux film en noir et blanc avec une musique très genre presque thérémine, violon très très douce, et il s'embrasse avec Viviane, qui il finit par ramener dans son film. Et sur le chemin, il dit: ah, mais c'est sympa ici, je vais être content moi de vivre ici, ça va être trop bien, il y a des petits chevreuils. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'avais envie de réserver un lit dans la grande vadrouille, mais je vous emmènerai dans la boum plutôt. Et elle lui fait: bah, en fait non, tu peux pas rester ici, en fait moi ça c'est mon film et c'est pas le tien, toi t'es dans le monde réel. Donc Delou a le cœur brisé, il revient dans le monde réel, super triste. Il laisse Viviane avec son archiduc. Et là, on se rend compte qu'en fait, il est devenu beaucoup plus sympa. Il donne des bonnes notes à ses élèves. Il est plus sympathique, il parle à tout le monde. Il fait des câlins au chat qui tombe. C'est vrai, il prend les chats dans ses bras. Et il fait un lip sync où il se rappelle toutes ses aventures qu'il a eues dans le cinéma. Scène, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce que ça vient faire là, mais voilà. Et Pierre Richard lui dit: bon, par contre, merci d'avoir ramené Viviane, faut rendre la broche maintenant. Il dit: bah non, la broche, je la garde parce que c'est mon seul souvenir de cette meuf. Il va au cinéma avec sa collègue, ils vont voir Sissi au cinéma. Voilà, c'est encore une fois l'espace-temps c'est très étrange. Il voit que Sissi, en fait, elle est pas contente dans son film. Donc en fait, il voit un film où Sissi se plaint. Mais donc, qu'est-ce que voient les gens quand il est dans les films, je ne sais pas. Sachant que voilà, en gros, l'archiduc est un sale con. Oui, voilà. On se rend compte qu'en fait, c'est pas une très bonne personne. Donc il vient, il embrasse la broche, il arrive dans le film, enfin il arrive dans Zorro. Il prend son cheval de Zorro et il vient la sauver pour l'amener dans plein de films. D'abord, on voit surtout le premier extrait, c'est une sorte de Aladdin, enfin de Mille et une nuits, un peu vieux film avec un filtre bleu. Il explique que le seul monde qui compte en fait, c'est l'amour. Il dit: nous avons tous une princesse qui nous attend quelque part et une broche à lui rendre. Voilà. Est-ce que vous avez une princesse qui vous attend quelque part avec une broche à lui rendre? Perso, moi non. C'est très déterministe comme vision des relations. Moi, j'ai un chat et des croquettes à lui rendre, je crois. Ah, Oh. pas mal. Ça, c'est peut-être ça. Voilà, fin. Et voilà les gens, c'était Cinéman. Et maintenant, comme à chaque épisode, on va décider si on sauve le film ou non. Ah bon. Alors, d'abord, on va faire un petit discussion libre. Cinéman, vous en avez pensé quoi globalement?
Je vais commencer parce que ça va être bref. C'est d'un ennui. En fait, c'est à la fois ennuyeux, à la fois divertissant. C'est très bizarre ce film. C'est-à-dire, je vois, il y a plein de potentiel avec le principe du postulat du film, de ce personnage qui est un peu la last action hero en fait, qui voyage de film en film. C'est mal joué, ça n'a aucun sens. C'est pas drôle. En fait, le truc, c'est que le film ne m'a même pas déclenché de rire nerveux, tu vois, à part la peluche de léopard, parce que en fait, ça m'a rappelé notamment les séquences des soirées Nanarland où il y a toujours une séquence demi où en fait ils montrent plein d'extraits de films avec des peluches qui servent pour des cascades, des chutes et des trucs comme ça. Donc ça m'a fait doucement sourire avec ça, mais c'est peut-être le seul truc. En fait, même un rire nerveux, ça ne m'en a pas déclenché, alors que normalement c'est le truc le plus facile à déclencher chez les gens, parce que c'est un rire qui ne contrôle pas. C'est-à-dire que tu ris à tes dépens, le rire nerveux, tu vois. Et non. C'est médiocre. Voilà, vraiment, j'ai rien de plus à dire que ça. Hein. C'est médiocre, mais ça me met pas en colère. C'est juste, voilà. C'est même pas de la colère, c'est même pas de l'indignation. Je m'en fous. T'es juste désabusé. Ouais, c'est ça. C'est pas mauvais, c'était très mauvais. Par exemple, j'en ai parlé un petit peu. Je pensais que j'en parlerais pas dans l'épisode, mais à titre de comparaison, par exemple, Die Hard 5 m'a mis en colère. Ce film m'a vraiment énervé. Alors, oui, c'est pas bien de se mettre en colère, mais voilà. Et celui-là, oui, non, oui, ok, voilà, il existe. Même avis, en fait, très médiocre. Alors qu'il y avait du potentiel, j'en parle encore une fois, le maquillage en fonction des films, je trouvais que c'était un petit clin d'œil très intéressant, les costumes pareil, donc vraiment ce côté aussi, même les décors, même les couleurs, je trouvais qu'au bout d'un moment, je trouvais que ça pouvait être bien utilisé, le côté jaune poussin pour Régis, j'avais trouvé ça intéressant aussi, mais il y a un bordel tout autour de ça, juste en plus des cuts mal faits, des personnages caricaturaux au possible, ne parlons même pas des femmes, et je ne supporte pas pour les femmes cette expression de Régis qui pourrait résumer aussi toute la pensée de Yann Mox à ce sujet, qui est lorsqu'il est dans le restaurant japonais, il s'adresse à sa collègue en lui disant « Mais vous ne comprenez pas, c'est une femme, elle est au cinéma, et la femme la plus sublime que vous pouvez avoir, la femme que vous ne pouvez pas avoir, en fait, elle est au cinéma, et je peux aller dans le cinéma et je peux avoir ce type de femme. Du style, les femmes de la réalité, c'est de la merde. » Et là, tu fais « Non, c'est pas possible. » Et là, j'avoue, là, ça m'a mis en colère parce que j'étais en mode... On sent la main dans le slip. Ouais. Et là, j'ai fait « Bon, allez, c'est bon. » Voilà, oui. Oui, je rebondis là-dessus. Déjà, ouais, ça c'est hyper dérangeant. Le rapport aux femmes, et c'est en mode, la femme objet qui t'admire directement, du coup, t'as envie de la voir, alors que les autres femmes qui sont pas développées, parce qu'elles apparaissent vraiment 30 secondes à l'écran. Elle n'est pas vraiment développée non plus. L'envoie chier. Non, mais elle n'est pas développée non plus, mais elle apparaît longtemps. Mais les autres, le repoussent, donc voilà, bref. Et pour revenir un peu sur le côté, je trouve le film médiocre, mais peut-être qu'il y a une volonté, parce qu'il y a beaucoup de références au surréalisme, visuellement, on a parlé de Ubu plus tôt, etc. Donc peut-être qu'il y a une lecture que je n'ai pas, artistiquement que je n'ai pas du film, parce que je n'ai pas les rêves, j'ai pas les connaissances et tout. Bon, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens aient eu les rêves vu les retours critiques qu'il y a eu dans les médias, etc. Mais bon, voilà, peut-être que Yann Moix est trop cultivé pour moi, je ne sais pas, parce qu'après tout, c'est un immense écrivain. Je te rassure, non. Alors, Yann Moix, justement, je propose qu'on parle un peu de lui. Yann Mox, personnage ô combien détestable. Il a commencé sa carrière en écrivant dans une revue antisémite. L'histoire est dans laquelle il a fait des articles et des dessins absolument immondes. Et pour expliquer un peu le principe du personnage, qui est d'une couardise et qui est un pleutre absolument incroyable, l'histoire est sortie relativement tard par rapport à l'époque où le mec est devenu connu. Je crois que c'est sorti à peu près aux alentours de l'année 2018. Et il a passé son temps en fait à essayer de dire mais non, mais c'est n'importe quoi. Ensuite il a été obligé d'avouer, puis il a essayé de se rétracter, puis il a été obligé d'avouer. Et en fait Yann Moix, ce n'est que ça. C'est-à-dire que ce soit sur des trucs au final pas très grave, sur Cinéman qui est un très mauvais film sur la façon dont le film s'est monté, ou bien sur ses différentes affaires, sachant que il a aussi sorti des dingueries du genre
je suis incapable, sachant que lui-même a 55 ans, je suis incapable de ressentir du désir pour une femme de 50 ans, tu vois, il a sorti des trucs comme ça, enfin vraiment c'est... Oui, ça j'ai vu ça quelque part, ouais. Et surtout, son fait d'armes le plus connu, en tout cas sur ces dernières années, c'est qu'il avait organisé le tournage avec Depardieu en Corée du Nord, dans lequel Depardieu avait des propos absolument immondes, mais non seulement Depardieu avait des propos absolument immondes, mais Yann Mox aussi. En fait, ils s'entraînaient l'un l'autre, et il a raconté soi-disant que c'était une sorte d'autofiction de film, alors que vraiment absolument pas, quoi. Et il racontait ses propres histoires de cul avec une femme politique et tout. Donc vraiment, si vous voulez creuser la question, suffit d'aller regarder un peu les vidéos de Libération. Le personnage est détestable. Il est d'autant plus détestable que du coup, il passe son temps à essayer d'utiliser des échappatoires. Et par exemple, quand il est mis en difficulté sur les plateaux télé, sur Cinéman, il raconte « Oui, mais vous n'avez pas compris le film parce que c'est un film qui a été pensé pour les enfants de 9 ans et vous n'êtes pas un enfant de 9 ans, etc. » Donc le pire, c'est que ce film, en fait, à la base, effectivement, il y avait une approche un peu surréaliste. Et s'il était parti à fond là-dedans, ça aurait pas sauvé le film, ce serait resté un mauvais film. Mais de la même façon que, par exemple, Ariel Dombal fait une carrière avec des films qui sont à peu près irregardables et qui sont très mauvais, personne ne critique Ariel Dombal à essayer de faire une sorte de cinéma extrêmement perché, extrêmement surréaliste. C'est-à-dire qu'il se revendique d'un truc genre derrière, en mode moi je suis hyper intellectuel. Non, mais en fait, c'est qu'il passe son temps pour essayer de sauver les meubles, à raconter absolument n'importe quoi, à se planquer, à dire oui mais en fait c'est pas de ma faute, c'est de la faute du destin, de l'équipe qui était contre moi, de Dubosc, etc. Alors qu'en fait il est parti sur le tournage en ayant la chance absolument incroyable qu'on lui file 20 millions. À mon avis, c'était aussi parce qu'il y a eu le premier OSS 117 peu de temps avant, qui était un pastiche, et fort du succès de Podium, je pense que du coup, la pâtée a choisi de lui donner 20 millions, c'est quand même pas rien. Et grâce à ça, il a vraiment pu faire le film qu'il voulait, c'est-à-dire que c'est lui qui a scénarisé, c'était lui qui a pu réaliser le film, le monter comme il le voulait. Ça a pas marché. Et il a essayé de rattraper le truc en partant dans une direction complètement opposée du début, en rajoutant des bruitages rigolos, en mettant l'histoire de Liane à l'envers, etc. C'est une façon de se planquer débile. Et ensuite, quand tout le métier s'est foutu de sa gueule parce que le résultat est catastrophique, il essaye de se sauver en disant « Mais vous avez pas compris, en fait c'était un film pour enfants, et vous n'êtes pas des enfants, vous regardez ça avec des yeux d'adultes. » Donc vraiment, c'est une façon d'essayer de se dédouaner qui est absolument piteuse et qui est vraiment détestable. Ouais, et du coup c'est un truc en fait ça j'ai vu ce côté dédouanage, alors que pourtant il y a des fois des phrases qui font sens où tu sais il est conscient de l'échec de ces trucs. Par exemple Podium, t'as des extraits de voilà où il était surpris du succès de Podium. Pour lui c'était pas non plus la comédie du siècle, mais étonnamment ça a énormément plu quand c'est sorti, ça a eu des récompenses au César, etc. Paul Vord a beaucoup joué là-dedans en fait. Complètement Paul Vord qui sauve le truc, etc. Et Cinéman du coup qui enterre sa carrière. Et après la fameuse carrière de chroniqueur où là vraiment on se rend compte que Yann Moix c'est quelqu'un de très peu fréquentable, où publiquement on se rend compte voilà qu'il est imbuvable, parce que c'est à ce moment là qu'il est dans quoi, je sais pas, c'est pas on ne demande qu'à en rire, mais un truc, on n'est pas couché, c'est un truc de Ruquier, voilà. Et c'est vraiment à partir de là que qu'il apparaît vraiment publiquement, on va dire, plus. Mais surtout que techniquement, on sent qu'il est quand même super fier de son film muet à la base, parce que quand le générique commence, t'as réalisation par Yann Moix, sur une idée originale de Yann Moix, scénarisé par Yann Moix. T'as sur 3 lignes, 3 fois son nom en gros. Et genre, vas-y, en général, les mecs font scénario, réalisation. Ah non, mais le mec est parti dans un truc avec un boulard, avec un melon, mais gigantesque. En plus de ça, en faisant un film d'humour, et le comique, c'est une histoire de rythme, c'est super précis. Alors, sur un film comique, tu peux prévoir des moments d'improvisation, mais il faut que la structure des personnages, l'évolution des personnages fonctionne. Et là, que ce soit le méchant ne fonctionne pas, la logique interne ne fonctionne pas, et surtout, je vais terminer là-dessus pour pas garder la parole trop longtemps, mais surtout, le plus grave, c'est que ça n'a aucun intérêt. Il ne dit rien. C'est-à-dire qu'il convoque des films. Par exemple, la séquence de Taxi Driver, il est dans le taxi, t'as le personnage qui dit « You talking to me ?» Ça s'arrête là, il n'y a pas de vanne. Donc effectivement, il y a une référence à Taxi Driver. En quoi est-ce que c'est intéressant ? En quoi est-ce que le film fait quoi que ce soit d'intéressant ? Il n'y a aucun regard. Si, à la rigueur, il y avait une espèce de construction avec le fait de foutre le bordel dans les films, et puis, je sais pas, le singe de Tarzan qui se retrouve au milieu de Barry Lyndon, on aurait pu imaginer un truc un peu délirant comme ça. Ça ne fonctionne pas. L'histoire d'amour ne fonctionne pas parce que le mec ne s'intéresse jamais à la meuf. Rien ne fonctionne et il n'a rien à dire
sur le cinéma. Il est capable de citer des films, mais il n'a rien à dire dessus. Et pour moi, c'est le pire. Mais vous avez une rage incroyable. C'est bien. C'est bien, il faut être énervé contre Yann Moix. Ouais, je pense que c'est oui. Il faut être énervé. Il faut être un peu énervé contre ce film parce que ça se veut une lettre d'amour au cinéma qui déclame l'admiration du cinéma sur plusieurs époques, plusieurs styles de films, différents types de genres. Finalement, c'est juste une enveloppe remplie de merde. Oui, et surtout, je reviens à l'explication de tout à l'heure, mais c'est surtout que c'est référence à lui. Ouais. C'est-à-dire, j'ai maté Zorro quand j'étais petit, alors je vais mettre Zorro. J'ai grandi avec les péplums, je vais mettre les péplums. C'est super, oui, ça fait partie de l'histoire du cinéma. Pas tant que ça, c'est le point de vue du réalisateur et de l'auteur qui fait un truc qui kiffe pour que ce soit un truc personnel. Mais quand tu fais un film sur le cinéman, et que tu mets des références comme Georges Méliès dedans, non, pour moi, ça passe pas en fait que tes références ce soit que celles avec lesquelles que tu as grandi, celles avec qui, que tu as grandi si, mais que celles que tu as envie de mettre et qui sont pour toi du cinéma. En fait, ça rejoint ce que tu dis sur le fait qu'il fait vraiment l'enveloppe du cinéma. Il met un film, mais sans qu'il y ait d'idée derrière. Ça veut rien dire qu'il mette Barry Lyndon, ça veut rien dire qu'il mette Tarzan. En fait, c'est parce que c'est uniquement lié à son émotionnel, à lui, qui est de la nostalgie. Donc au final, il n'y a pas de lien logique. Il ne va pas dire Barry Lyndon, c'est intéressant à ce moment-là du développement. Ce n'est que de la citation. Ce n'est que de la citation parce que ce n'est que de la nostalgie. Ouais. Oui. Voilà, par exemple, je vais citer probablement les deux œuvres qui me viennent en tête qui s'en rapprochent le plus. Bon, il y a Last Action Hero, j'en ai parlé vite fait parce que littéralement le personnage rentre dans le film. Mais par exemple, même si j'aime pas beaucoup ce film, Ready Player One, qui au final est ce qui se rapproche le plus de Cinéman en termes de référence. Un de ses défauts, c'est qu'il souffre de beaucoup trop de côté caméo citation. Ouais. Mais il y a un minimum des fois d'utilisation de ces références, quoi. Non, mais dans Ready Player One, il y a une volonté de faire des références à plein d'époques, à plein de gens. Il y a du Zelda qui est sur le même niveau que du Kubrick qui est sur le même niveau, et ça c'est kiffant sur Akira. T'es genre sur plein de trucs. Est-ce qu'il y a plusieurs, c'est intergénérationnel, et vraiment là le truc c'est vraiment Yann Moix il a écrit son truc la main dans le slip et ça se sent. Le fromage moisi. Et toi Galien, t'en as pensé quoi? Ouais. Un peu comme vous tous, hein. Merci Galien. Si, les léopards c'était rigolo, les chats c'était rigolo, voilà, c'est tout. Non mais en vrai ce genre de petites blagues à la con, vraiment je me suis dit putain, il y a quelqu'un qui a pensé ces scènes là. Ou peut-être pas, en fait, du coup. Non, je pense pas que ça je pense qu'en fait, c'est une erreur malheureuse. Enfin, heureuse pour moi. Et du coup, vraiment, ça marche super bien avec moi. Mais c'est le seul truc qui marche, quoi. Mais moi, encore une fois, le truc des chats qui tombent, je comprends pas. Je n'y arrive pas. C'est absurde. Non, mais j'adore l'absurde, mais là, juste non, quoi. Je me souviens plus parce que j'ai pas bien regardé. Parce qu'au-delà des chats qui tombent, on est d'accord qu'il prie devant le portrait de ses parents. Et sur la photo, c'est lui. Hein. Je vais donner mon avis. Moi, je suis fascinée par ce film. Oh, wow. Je suis sincèrement fascinée, mais pas forcément bien. C'est pas du bien, c'est pas du pas bien. Je suis fascinée par l'existence de cette chose. Je trouve ça incroyable. Et en fait, comme j'ai vraiment noté tout le résumé, je l'ai regardé plusieurs fois. Et à chaque fois, je suis là, genre, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça existe. Et chaque phrase, c'est absurde. Il y a quelque chose en moi, en fait, qui éprouve une forme de joie un peu méprisante, un peu d'agacement, un peu de... Tout ça en même temps, où je dis, mais je vis dans un monde où cinéma existe. Et je sais pas pourquoi, je trouve ça... Alors, je l'avais pas vu avant le podcast, hein. En fait, j'ai vu des gens qui le regardent. En fait, à force de regarder, ça te met dans une forme de transe, de débilité. Et je sais très bien qu'Yann Moix, c'est une personne que je méprise. Et je le méprise en regardant ce film. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est débile, il est pas drôle. En fait, je le regarde un peu comme un... Je suis désolée, je vais faire une blague validée. Je le regarde un peu comme un enfant qui bègue et qui essaye de raconter une blague. C'est vraiment ça. Ça me fait rire parce que du coup parce que c'est la deuxième fois j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui choisit un film qui a une fascination un peu morbide pour un film qui est factuellement mauvais. Moi, c'était exactement le même approche que j'avais avec Southland Tales pour le coup. Donc maintenant je comprends mieux pourquoi tu as choisi ce film. Okay. Et je comprends mieux pourquoi les gens qui étaient sur Southland Tales ne comprenaient pas la fascination que j'avais, parce que je ne comprends pas la fascination que tu as. En vrai, je pensais que ça allait faire rire quand même. Je pensais que certains d'entre vous allaient le regarder un peu comme un nanar. Bon, après on a dit c'est de la triche, je considérais que c'est un nanar, mais que certains d'entre vous le regarder comme un nanar et que ça allait devenir un truc très drôle si vous le regardez ensemble avec une bière, avec des chips, etc. Oui,
Mais en fait, c'est le problème que j'ai eu et en fait, quand j'ai commencé, avant de regarder le film, je l'ai regardé, j'ai pas eu le temps avant, je l'ai regardé qu'il y a lundi dernier, donc il y a une semaine. Et en fait, je me suis renseigné avant et j'ai dit, mais en fait, de ce que je lis, de ce que je vois, c'est un nanar. Ouais. Et c'est considéré comme un nanar. Et je sais pas si c'est considéré comme un nanar. Non, même Nanarland a Ouais. chroniqué le film et a dit non, c'est pas un nanar. On en parlait en venant avec Victoria de différents nanars navets. En fait, c'est juste un énorme navet. En fait, il manque à ce film une innocence dans sa nullité qui, pour moi, fait la magie des nanars. Pour moi, les nanars sont des échecs innocents de leur propre échec. C'est pour ça que des films, selon moi, comme Sharknado ne fonctionnent pas ou Iron Sky ne sont pas des nanars. C'est des comédies nanardesques. Non, c'est des films d'exploitation. Oui, parce cyniques. mais ouais, il manque une innocence au truc. Je sais pas, une candeur. Pour moi, le nanar, il y a une candeur dans les nanars qui n'existe pas dans ce film. En fait, les nanars veulent être drôles se retrouvent à être drôles malgré eux. Lui, il essaye d'être drôle, mais il n'y arrive pas. Et c'est ça la grosse différence. C'est un l'anti-nanar. Vraiment, Cinéman, c'est l'anti-nanar. Ouais, j'avoue. En fait, je suis d'accord. Il essaie de me vendre une sincérité dans son humour que je ne ressens pas. Ouais. C'est complètement faux, c'est complètement factice et c'est ça qui me fascine. Ouais. Je pense qu'il y a ce truc-là qui moi, met beaucoup de fascination chez moi. Et tout en comprenant que c'est nul. Mais c'est un film que j'ai envie de montrer à des gens. J'ai envie de dire, venez, on se bourre la gueule et on regarde Cinéman. T'as un hobby, t'as une lubie, t'as envie de la partager. Là, c'est Cinéman. Voilà. Mais voilà, il y a des fois, c'est des meilleurs hobbies. Voilà. Des fois, c'est le Lego, mais là, c'est Cinéman. Non, je suis pas d'accord, mais je comprends. Merci. Okay, moi, j'arrive pas à avoir le plaisir, mais soit. Après, je suis un peu maso. Bah, no king shame. Ouais, exactement. Bon, on passe à la suite. On passe on au passe vote. Vous voulez qu'on vote? Allez! Qu'on vote pour si on sauve le film ou pas? Ouais. Grégoire, tu sauves? Du coup, Grégoire. Ouais, j'ai proposé qu'on commence par Léa parce qu'on n'a pas trop de suspense. Allez, Léa. Non, mais je sauve ce film parce que Voilà. Vraiment. tellement nul que ça. Ouais, j'ai une tendresse et de la haine. Alors qu'on se met d'accord, quand on dit qu'on sauve un film, c'est-à-dire qu'on recommande aux gens d'aller le voir. Mais je pense qu'il faut voir Cinéman. Pas pour les bonnes raisons. Non, mais il il faut voir pour comprendre comment est-ce qu'un film peut se casser la gueule. Ouais. Comment est-ce que tu peux... Enfin, genre, il y a 1 milliard de choses qui ressortent de ça. Je pense qu'il faut voir Cinéman. En fait, il y a 1001 autres meilleures façons de perdre 1h30. Je sauve le film. Je ne le sauve pas. Je le sauve pas non plus, bien évidemment, non. J'avais sauvé Power Rangers. Par orgueil. Vraiment par orgueil. Pas seulement par orgueil, parce que j'avais pareil une fascination pour ce film. Quelque chose de mon enfance, une petite bribe de nostalgie qui faisait que je te sauve quand même parce que je t'aime bien. Bref. Mais là, non. Même si j'ai beaucoup aimé le travail autour des costumes et du maquillage et que je trouve ça dommage que pour ces petits hommages faits au maquillage en fonction des films, se soit retrouvé dans un film pareil. Je pense que c'est un des pires films du podcast. Voilà, je me permets de rajouter ça. Non, il y a Daya. Alors, en vrai, moi, j'ai un peu... j'allais dire, en fait, en vrai, si on ferme les yeux... Non, alors attends, ton argument commence mal. Si on ferme les yeux sur le fait que bon, c'est un sketch de Franck Dubosc d'1h30, si on ferme les yeux sur un peu le côté un peu gros melon de Yann Moix, en fait, si on ferme les yeux tout court, du coup, on passe un bon moment. Moi, j'ai envie de dire, regardez juste la scène des léopards. Okay. Le reste, vous skippez tout. En fait, en vrai, regardez des vidéos sur YouTube qui en parlent. Ouais, voilà. Bah écoutez ce podcast et puis voilà. Et autrement, écoutez ce podcast. Ne regardez pas ce film. Donc, je vais pas le sauver. Moi, je vais demander l'appel parce que j'ai vraiment envie de le tabasser à coups de pelle. Okay. Malheureusement, Léa, ça fait une voix contre 5. C'est pas grave. Hein. Je crois que dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que Cinéman, il méritait de se faire démolir. Donc, on lui fait un petit bisou d'adieu. Ah bon? On le met dans son cercueil et on lui met des gros coups de pelle dans la gueule. Ah ouais. Voilà. Ouais. Bien profond. Avec des bruitages nuls. Avec des bruitages.
Mais il me semble aussi qu'on a une recommandation à faire à la fin de cet épisode. Du coup, quasiment toutes les personnes autour de moi, sauf moi, mais je l'ai été, sont membres de la troupe des Time Slips. Les Time Slips, c'est quoi ? C'est une des troupes Shadowcast du Rocky Horror Picture Show, qui est un film qui avait bidé à sa sortie, mais qui est devenu culte par la suite et qui est toujours exploité en salle aujourd'hui. Il est diffusé à Paris, au Studio Galante, tous les vendredis avec la troupe des Panic Babies et les samedis soirs avec notre troupe, la troupe des Time Slips. Voilà, où on se met en costume comme les personnages du film, on s'en moque, on chante les chansons, on fait des blagues, on fait participer le public, c'est une séance interactive. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir, tout simplement. C'est une comédie musicale et les chansons sont vachement cool. Oui, c'est vrai. Et vous allez pouvoir vous lever pendant la séance et chanter et danser avec nous. Et jeter du riz. Alors, deuxième recommandation, je m'en occupe. Là, j'aimerais recommander une chaîne YouTube, ce qui est rare, on l'a pas encore fait dans ce podcast, je crois. Non. Qui vient d'être nommé, qui s'appelle Mémons-nous, où c'est un mec qui nous fait de la vulgarisation sur la mémétique. La mémétique, en gros, c'est l'analyse des mèmes, leur histoire, d'où ils viennent, comment ils fonctionnent, tout ça. Et Je crois qu'il parle de renommer sa chaîne et de changer le nom pour passer de Mémons-nous à Culture Mème. Donc peut-être que Oui, au t'as moment raison. où vous allez regarder, ça va probablement s'appeler plutôt Culture Mème. et en vrai, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je vous recommande d'aller regarder parce que c'est pas si connu que ça, et pourtant il y a beaucoup de gros youtubeurs qui la connaissent et qui l'aiment bien et que tu retrouves dans les commentaires. Je trouve ça un peu marrant, notamment Feldup qui est très très fan de lui et on le sait pas forcément. J'aurais une autre recommandation en lien un peu avec le film, parce que à la fin de ce film, il y a tout un montage que j'ai trouvé beau, avec une musique belle, donc ça m'a fait chier que ce montage et que cette musique soit dans ce film. C'est tout un hommage au film de Georges Méliès, qui se retrouve à la fin en générique. Donc ça m'a énervé, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur Georges Méliès et sur tous les films qu'il a pu faire, parce que cet homme avait une espèce de candeur et d'innocence et d'énergie pour faire tous ces films avec littéralement tous les effets spéciaux qu'il pouvait faire à l'époque avec 3 bouts de ficelle. Il avait un côté un peu magicien du cinéma. Je vous conseille d'aller voir le musée Georges Méliès, la Cinémathèque française, où vous avez déjà toute l'histoire du cinéma avec tous les appareils qui ont permis de mener à l'invention d'une caméra, et vous avez des extraits des films de Georges Méliès, dont Le Voyage sur la Lune. Donc voilà, donc si vous avez envie de découvrir ce magicien du cinéma, je vous conseille d'aller à la Cinémathèque française, et ne regardez pas Cinéman à ce sujet. Voilà. Eh bien, merci à tous. Si l'épisode vous a plu, un petit like sur votre plateforme d'écoute, ça nous fait toujours plaisir. Et sinon, on vous fait des bisous. Bisous. Ciao. Alors, j'ai un petit bonus. Ouais. Comme vous ne m'avez pas assez entendu pendant tous ces podcasts, j'ai fait un petit bonus. Alors, il faut savoir que je l'ai vraiment fait. J'ai eu l'idée hier soir et je l'ai fait. Ça a été assez rapide une fois qu'on avait l'idée. Mais j'espère que ça va marcher. Donc, potentiellement, ça ne va pas du tout marcher. Ça va être un petit jeu en chacun pour soi. Donc, vous allez lever la main. Je vais essayer d'être au taquet. Le jeu, c'est classe américaine ou cinéman. Ah. Je vais vous sortir des phrases. Est-ce que tout le monde a vu La Classe américaine ici ? Oui. Oui. Oh merde. Mais vous C'est pas avez grave, vu c'est pas grave, cinéman. j'ai vu Cinéman. On va y arriver. Oui, et c'est vrai. potentiellement, voilà, ça va. Ouais. Peut-être que vous vous souvenez pas de toutes les phrases de cinéman, peut-être pas de toute la classe américaine, mais je pense que, voilà, moi c'est mon truc. Donc je me suis dit, voilà, mon idée sur quand j'ai dit détournement, quand je parle de ma fascination et quand je parle du spectre de la classe américaine à cinéman, c'est un peu ça. C'est pour dire qu'il y a un truc très très absurde là-dedans qui me fascine. Donc je voulais un peu vous faire partager ça et pour vous faire rendre compte que certaines phrases pourraient potentiellement être dans l'un ou dans l'autre. J'aurais bien aimé trouver des phrases qui sont dans les deux. J'ai pas trouvé. Ça aurait pu être classe américaine, cinéman ou les deux. Malheureusement, ça n'est pas possible. Est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes prêts. Vas-y. Ok. Alors, première phrase. Très bien. Puisque vous ne voulez pas m'aider, allez vous faire enculer. Classe américaine. Ok, bravo. Peut-être que Grégoire va être très très chaud là-dessus. Grégoire est hyper concentré. Je crois que Grégoire est très chaud sur la classe américaine. Là, pour, une, Non, en fait, vas-y. Je l'ai J'y vais, vu là. une ou deux fois, mais ça fait longtemps que j'ai pas revu, donc bon. pour une fois que Léa peut pas jouer, j'ai une chance de gagner. Écoute-moi bien, petit bonhomme. Si toi et tes Playmobil, vous êtes encore là demain, je te fais un Mawashigiri. Je crois que c'est C'est JB. Ah, attends, non, bah c'est Cinéman. c'est cinéman. Oui. Bah oui, les Playmobil, c'est les mecs. Oui, non, mais en fait, mon petit bonhomme, au début, j'étais en mode, bah attends, c'est une implication. Et j'ai entendu Mao Shigeri et Playmobil, j'ai fait. Je te fais un Mawashigiri, tu m'as compris? Village People.
Village People. Ah oui, c'est vrai. J'avais préféré oublier ce passage. Ah oui, aïe aïe aïe. Donc 3, je vais la métamorphoser, ma tête de français, tu vas voir, tu vas pas en croire tes yeux. Cinéman. Non, classe Ah ouais américaine. Tu l'as... Ouais, j'allais dire classe américaine. Ah, j'aurais... Enfin... Bah en façon, fait, si c'est pas l'un, c'est l'autre, donc... Alors, ok, j'arrive, mais arrête de tirer sur WAM. Classe américaine. Oui. Ouais, comme quoi, c'est Ouais, pas ouais. si évident. Bienvenue à la fête du slip, Gringo. Cinéman. Ouais, cinéma. J'ai bien dit gentil, pas homosexuel. Je crois que c'était... Ah, je crois que Je c'est sais Gaël. pas, on a tous Pour moi, levé la pour main, moi, mais c'est c'est Gaël. classe américaine. Bien joué, 2 points pour gagner. Oh, je sens que ça va swinguer dans les collants. Cinéman. Aïe. Moi, je veux être connu, tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Quand tu es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Cinéman. Non, Eh c'est non, mais non, c'est la classe américaine. C'était la classe américaine. Ah putain, les deux je suis mecs dans tombé. l'entreprise. Mais ouais, mais c'est le truc de niquer des gonzesses, Oui, j'ai parlé de dans niquer les... cinéma. En fait, le fait que j'ai parlé de niquer T'as les bien- gonzesses, t'as- c'était complètement une référence à T'as elle. bien choisi la réplique, ouais. Dis-moi, Junior, ta mère t'a fait des grands pieds, ça tombe bien. Il y a une paire de Santia qui vient de se La libérer. classe américaine. Non, c'est Cinéman. C'est cinéma. C'est Cinéman. C'est quand il parle au gosse dans C'est quand il parle au gosse. Ah Oui, oui. quand il parle au gosse, oui. Je déteste ce jeu. Mais c'est pas facile, ouais. Mais le truc, en fait, ce qui est horrible, c'est que tu dis que c'est si proche, alors qu'il y a un film qui est drôle et pas l'autre. Mais c'est pour ça que je suis fascinée par... Parce qu'il y en a un, c'est du détournement. Vous Ouais. comprenez ma fascination? Non. D'accord. Vous prenez de la coke? Non, non, je prends des pépites au lait par contre. Bah, la classe américaine, non. Non. Mais ça- Ah, Mais c'est à Je quel sais pas. moment? Quand il va voir le docteur Caligari et il lui dit j'ai déjà vu ça quand les gens prennent de la coke. Vous prenez de la coke? Non, je prends des pépites au lait par contre. Ah ouais, non mais. Tiens petit, prends ce petit cigarillo et va jouer à Regis Dangerous. c'est dans Cinéman. Ouais, Ouais. ça c'est. Tu gagnes, hein. Ouais, il gagne. Alors tu poses ton bouquin d'exercices isométriques tout de suite. Bah non, c'est Cinéman, c'est. Non. 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 Bah, non. Classe américaine. Ouais, du coup. J'ai horreur qu'on me tue quand je suis de dos. Cinéman. Cinéman. Cinéma. Mm. On l'avait tous les deux. C'est toi qui l'as fait en Ouais, je sais pas. Bon, celui-là, il va être facile parce que je lui ai dit. Toi, t'as de la chance que j'ai déjà chié. Cinéman. oui. Cinéman. Cinéman. Ouais. Pef. Je crois 4-4. Ouais, je crois que j'ai 4, J'ai ouais. tellement pas Je crois compté. que Je crois que c'est Je sais pas 4, compter, je crois. Et la dernière, j'ai la méga chiasse, putain, la méga chiasse. Classe américaine. Classe américaine. Yes! On finit à Donc, égalité et ça fait 4-4 ou 4-4. 4-4, 4 chacun. Et je suis très contente parce que ça veut dire que mon jeu a marché et que les phrases seront sur le même niveau, sauf qu'il y a quelqu'un qui est débile et un truc qui est absolument En plus- du génie. À part quelques répliques, t'as pas choisi les plus évidentes de la classe américaine. Non, j'ai fait un truc un peu compliqué. J'avoue que je m'attendais à entendre parler de chips et puis bah non, c'est trop évident en fait. Évidemment qu'elle va pas le mettre. Non. Oui, ou d'entendre l'homme le plus classe du monde. Non, non, non. Ouais, mais Ah évidemment, non, non, non. vraiment pas, j'ai pris des trucs. fasciste de merde. Après, c'est deux Merci à films en tous et on vous fait tous des gros bisous Plein de au prochain bisous. épisode. Bisous. Salut. Au revoir. Ciao. Et moi, je suis un immense écrivain. Remarquez, je suis content d'entendre ça de la part de l'homme qui a écrit Cinéman, ça me fait plaisir.